pour notre métier, pour l'expertise comptable, il va y avoir un retour à l'artisanat. Notre métier s'est industrialisé. On a donc pris de plus en plus de main-d'œuvre pour faire de plus en plus de bouts de tâches. Et comme tous ces bouts de tâches vont pouvoir être traités par des agents IA, par des skills cloud, par tout ce que vous voulez grâce au LLM, je pense qu'on va avoir une chute énorme de toutes ces tâches industrielles. Tant qu'on aime son métier et qu'on le fait sérieusement, ça veut dire qu'a priori, les clients ou les gens à qui on travaille, ils voient de la valeur. Tant que quelqu'un y voit de la valeur, le métier il existe. C'est quand il a plus de valeur qu'il n'existe plus. On peut se demander qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier et à l'inverse qu'est-ce que j'aime dans mon métier et se dire tout ce que j'aime pas, je vais demander à quelqu'un de le confier à l'IA pour moi ou alors je vais le confier à l'IA moi-même, mais je vous l'ai dit, les experts comptables ils sont surchargés donc ils n'ont pas forcément le temps. Et tout ce que j'aime, je vais me faire assister de l'IA. Alors peut-être Louis, pour commencer, je vais te présenter rapidement, mais on a beaucoup de terrain à couvrir évidemment. On va parler d'agents IA notamment, d'agents IA comptables, de ce qu'ils savent vraiment faire aujourd'hui. Peut-être revenir aussi sur ton expérience chez RSM France, ce que tu as pu concevoir aussi chez eux, et pourquoi un expert comptable dans une équipe d'ingénieurs change tout pour toi. Notamment revenir sur ton expérience chez Cegid justement. On va parler du métier de collaborateur et de ce qu'il reste quand 70% de la production est automatisée. Pour revenir un petit peu sur ton expérience, donc tu as commencé comme collaborateur en audit, si je dis pas de bêtises, sur des missions légales et contractuelles. Ensuite, donc cette période, tu n'as pas attendu que les outils viennent à toi, hein, tu as commencé à développer un outil pour automatiser tout ce qui va être ouverture des feuilles de travail. En fonction de l'approche par les risques, tu as participé aussi à construire une plateforme web de rédaction de rapports et de lettres de mission, et tu as en même temps travaillé sur des outils de blockchain. Voilà. En parallèle, tu étais responsable du pôle formation en finance, formateur en analyse financière et en valorisation d'entreprise. Et ensuite, tu deviens consultant TPE-PME, donc au sein de ton cabinet familial où ton père travaille. Cléon Martin Brochot pour ceux qui veulent savoir, à Dijon. Un cabinet donc, d'une 50aine de collaborateurs. Et donc là, après, c'est là que tu passes ton DEC et que tu pousses encore plus loin l'expérimentation. Donc tu crées ton propre assistant IA via l'API OpenAI, donc pour analyser tout ce qui est détails financiers et générer des plans de présentation des comptes. Pour la petite précision, avec un gain documenté donc de 5 à 6 heures par dossier. Voilà. Donc c'est ce parcours-là qui a attiré l'attention de Cegid. Donc comme tu nous expliquais tout à l'heure, en gros Cegid sont venus te démarcher plus ou moins dans une conférence, atelier, et après ils ont décidé de créer donc, du coup le Lab Innovation, où là tu as commencé donc, à concevoir des agents IA de Cegid Pulse, donc des travailleurs numériques qui traitent tout ce qui va être TVA, fond de lettrage, collecte de pièces, préparation de révision, etc. Donc voilà, pour la petite introduction, peut-être commencer sur ton parcours d'expert comptable. Toi, quand tu as commencé à rentrer dans un cabinet du coup comptable, c'est quoi la première impression que tu as eue du métier ? Pour essayer de comprendre un petit peu ton... Même quand tu étais collaborateur chez RSM France au début en fait. Voilà. Ouais. Donc moi j'ai un parcours qui est plutôt sympa parce que j'ai réussi à faire tous les métiers qui transitent autour de mon métier. J'ai commencé en faisant 80% d'audit, 20% d'expertise, et très vite j'ai fait aussi... du logiciel, même si le terme est abusif parce que j'étais un amateur, mais donc j'ai fait plein de choses et c'était une super expérience dès le début. C'est un métier qui, je pense, donne de la hauteur de vue et de l'intelligence, sûrement encore plus l'audit que l'expertise comptable d'ailleurs, parce qu'on voit plus de choses quand on contrôle que quand on les fait. Mais très vite, quand on est junior, on est amené à faire toujours les mêmes tâches, que ce soit en audit. On va faire 2-3 cycles qu'on va faire sur toutes les entreprises, ou en expertise comptable, où on va faire à peu près toujours les mêmes TVA, les mêmes saisies. Et j'ai une horreur toute particulière pour la répétition. J'y arrive pas. C'est-à-dire que je deviens très mauvais dans mon travail la 3e fois que je dois refaire la même chose. Assez rapidement dans ton métier, t'as dû être un peu dégoûté de ce que tu faisais. Exactement. Et puis en plus, j'avais pas envie de décevoir parce que c'est un métier où on travaille beaucoup en équipe. J'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais. Il y en avait qui étaient très smart et j'avais pas envie de décevoir. Le problème, c'est que je suis physiologiquement incapable de refaire la même chose plusieurs fois parce que vraiment, mon cerveau déconnecte. Il me dit non, stop, ça n'a aucun intérêt. Et depuis que je suis gosse, j'ai toujours aimé automatiser des choses. Et donc là, ça me paraissait assez évident. La première fois, je me rappelle la première fois, c'était en 2018, on m'a demandé de faire des lettres d'affirmation. Donc la lettre d'affirmation, c'est une obligation des commissaires aux comptes qui, avant de rendre leur rapport, doivent demander à la direction de s'engager sur un certain nombre de points pour que la responsabilité de la direction soit engagée et plus celle du commissaire aux comptes, parce qu'on soit on n'a pas assez d'éléments, soit c'est des éléments sur lesquels on n'a pas... Exactement, c'est une répartition des risques, la lettre d'affirmation.
Et on m'avait demandé de faire toutes les lettres d'affirmation d'un groupe. Donc c'était un groupe avec 30 filiales. Il fallait faire 30 lettres d'affirmation. C'est reprendre un document Word, celui de l'année précédente, vérifier que c'est compatible avec le nouveau modèle de la compagnie, et ensuite venir remplir des informations sur chaque société. Et vraiment, j'ai du mal à décrire le niveau d'angoisse que ça peut générer en moi de faire ça. Et donc j'avais fait un tout petit outil où au lieu de faire ça, on remplissait 3 infos dans un Excel, et à partir de ces 3 infos, ça allait chercher les bonnes informations, refaire les lettres d'affirmation et les sortir. Donc, classique, une automatisation où tu remplissais des données. Exactement. Et après, ça les mettait dans un template que tu avais toi-même. Exactement. C'était du publipostage, c'était tout bête. Il y avait une petite macro pour que ça se fasse tout seul et c'était plié. Ça m'avait pris autant de temps que de faire les 30 lettres d'affirmation. Donc, en soi, j'étais plutôt rentable sur mon temps. Le travail était fait. Je me disais, personne ne va s'en plaindre. Et personne s'en est plaint. Okay. Et donc là, à ce moment-là, personne ne sait comment tu as automatisé. Non. Tu le dis pas. Donc non, je le dis pas. Vraiment. J'avais presque même un petit peu honte parce que j'avais pas fait le travail comme on te l'avait demandé. Bien sûr. Et puis un jour, mon supérieur sur cette mission vient me parler d'affirmation et il me demande, oui, je me rappelle, il me demande de changer quelque chose, changer une information. Okay. Et du coup, au lieu il s'attendait à ce que je repasse une journée dessus parce qu'il fallait repasser sur 30 lettres d'affirmation. Au lieu de ça, à côté de lui, j'ouvre mon Excel, je change une info et ça se lance sur toutes. Et du coup, il découvre cet outil. Okay. Et il trouve ça bien. Et du coup, là, ça a explosé très vite parce que en voyant ça, mes boss se sont dit « Ah, mais on peut certainement faire ça sur plein d'autres tâches. » Moi, je plein leur ai de dit, tâches concrètement chronophages. Et à ce moment-là, en plus, c'était vraiment des... j'étais très très junior, donc c'était pas des tâches qui nécessitaient une réflexion. Okay. On me demandait pas de réfléchir, on me demandait de le faire. D'exécuter quoi. Et je dis pas que tout le métier d'un junior en audit, c'est de pas réfléchir, mais il y a certaines tâches, évidemment, comme dans n'importe quel métier, il faut faire des choses et c'est répétitif. Bien sûr. C'est un peu, si je peux me permettre, c'est un peu la loi de Pareto dans le sens où tu avais 80%, c'était faire des choses, faire de la saisie, et le 20%, c'était vraiment toi ce que tu aimais, c'est peut-être plus réfléchir à la tâche, réfléchir au contexte de l'entreprise. Exactement. Ok. Et oui, je pense que les 80-20, c'est assez juste. Okay. 70-30 ou 80-20, c'est assez juste. Et donc, j'ai assez vite participé à des petites réunions sur qu'est-ce qu'on pouvait automatiser. Et puis, en fait, moi, je pars dans tous les sens. Dans ces cas-là, j'ai plein d'idées. Et donc, très vite, en plus de mon métier d'auditeur, je suis devenu responsable du développement de ces petits outils. Okay. Au sein des RSM France, du coup. Au sein des RSM France. Pour la France, on avait une équipe qui était répartie dans les différents bureaux. Et du coup, c'était très amusant à faire. Et on faisait plein de trucs chouettes, il n'y avait pas l'IA. Ok. Donc c'est vraiment des automatisations pures, sans IA. C'était le début du low-code. Donc, bien sûr. mon truc à ce moment-là, c'était VBA pour faire du code Excel, Word, du truc facile, et du low-code. Et en low-code, je faisais le N8N de l'époque. Je mettais les petits blocs, s'il se passe ça, il se passe ça. Je dessinais mon algorithme. Et je me suis rendu compte, même si j'en étais quand même déjà assez conscient, qu'on avait un métier à la fois en audit et en expertise qui était non seulement hyper binaire, mais encore plus hyper algorithmique. C'est-à-dire que la plupart des missions, c'était un gros algorithme. Si on regarde le travail du commissaire aux comptes, c'est beaucoup de questionnaires oui-non. Un questionnaire oui-non, c'est très algorithmique, et puis en plus il y a des questions auxquelles on va devoir répondre si on a répondu oui à ça. Bien sûr, ça fait une succession après. Exactement, c'était beaucoup de petits algorithmes comme ça. Et moi, dans une vision un peu idéaliste, je me disais, si on simplifie tout ça, c'est merveilleux. Si on donne ce questionnaire-là directement dans un format sympa au client plutôt que d'aller lui envoyer des gens qui vont lui poser des questions, peut-être qu'on gagne du temps, peut-être que le client il est content, peut-être pas tous les clients, parce que je prétends pas que les machines sont toujours la bonne solution. Non, mais des fois ça évite, en fait, même aujourd'hui je pense qu'on peut en parler, mais ça évite les allers-retours. Ça évite les allers-retours, ça évite les gens qui veulent pas voir des gens, parce qu'il y en a plein il y a plein de gens des contrôleurs de gestion, quand j'étais en audit, des contrôleurs de gestion, des DAF, ils ont pas le temps, ils ont pas envie, c'est pas leur métier à proprement parler de répondre toute la journée à nos questions. Ils ont un vrai métier qui est de produire du travail,
et ils ont peut-être pas que ça à faire de se laisser dicter leur emploi du temps et les questions qu'on leur pose. Et donc ça, c'est un peu la promesse que tu leur as vendue, j'imagine, quand tu as été promouvoir entre guillemets l'outil que tu avais développé pour eux. Ouais, tout à Ensuite, fait. il y avait quoi du coup? C'était un groupe de travail qu'ils ont organisé autour de Alors, ça. en fait, du coup, je leur ai donné cette promesse. On a Ok. construit des outils Ok. et tout le monde était content. Et derrière ça, on a eu un joli moment parce que RSM était une entreprise très récente en France. Enfin, RSM à Paris surtout. Ça a été ouvert en 2013. Et donc, c'était une grosse PME. Tout le monde s'organisait. On était encore dans l'effusion de la nouveauté. D'accord. C'était assez agile encore à l'époque. Exactement. Sur les changements. On etc. était très agile. Et à ce moment-là, RSM International a dit bon, bah, maintenant, on a une méthodologie d'audit mondiale. Ok. On va l'appliquer partout, dont à Paris. Et donc, moi, j'étais à cette croisée des chemins fabuleuse où j'avais cette méthode mondiale à mettre dans les logiciels qu'on avait, des logiciels que j'avais conçus, enfin plutôt des petites applications, mais c'est du pareil au même, Bien sûr. que j'avais conçus, et un groupe de travail. Donc tout allait bien. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé dans un gros projet qui était de dire on va faire des feuilles de travail d'audit. Les feuilles de travail d'audit, c'est là-dessus qu'on mène notre mission, où on fait tous les contrôles obligatoires et tous les contrôles qu'on juge utiles. Et je voulais des feuilles de travail d'audit intelligentes, qui, plutôt que les deux extrêmes. Qu'est-ce que c'est les deux extrêmes en audit? C'est on a toutes les feuilles ouvertes et les gens passent dessus et la nature a horreur du vide, mais l'humain c'est encore pire. Ouais. Donc Alors, on va tout remplir. On va remplir toutes les feuilles et ça nous rassure. C'est très très rassurant d'avoir toutes les feuilles ouvertes. Oui, c'est vraiment rester dans le contrôle et se dire ok, si je contrôle tout, rien ne peut se passer en soi. Exactement. Ok. Et le problème, c'est que je finis avec mon autre extrême. Donc, on a cette vue hyper complète du full audit qui est pas sain, qui est pas intelligent. Et à l'inverse, on a un audit qui est mal fait parce que c'est un humain qui a été avec son intelligence et qui s'est dit moi, je vois des risques ici, on va contrôler comme ça. Et à la fin, il aura certainement oublié des choses parce que l'humain est faillible. Oui, il y a des biais. Et puis, Et- voilà. exactement. Et au milieu, j'imaginais un audit parfait où la machine, on lui indiquait les risques, Ok. et en fonction des risques, elle ouvrait les feuilles qu'on l'avait préparamétrées. Donc ça veut dire qu'on lui laissait un niveau d'autonomie très faible à la machine. C'était juste, on lui avait dit, voici les risques possibles. Ok. En fonction des risques, voici les feuilles possibles. D'accord. Quand l'humain va remplir les risques, donne-lui le travail qu'il a à faire. Donc en fait, il y a une correspondance entre les risques et ce qu'elle a identifié elle, quoi, en gros. Ouais. Elle se fiait que à ce que vous lui avez donné de base. Exactement. Ok. Elle était pas intelligente, D'accord. mais elle transformait l'intelligence en une limitation du travail. D'accord. Ok. Travailler moins, c'est souvent une bonne idée. Mm. C'est Bill Gates qui avait dit qu'il embauchait que des gens feignants parce que c'est ceux qui arrivaient le Ouais. plus vite à une solution. Moi, Bien sûr. je suis complètement persuadé Ouais, de ça. Et complètement. toi, tu penses que vraiment, tu as eu ça, parce que tu vois, c'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent, ça peut être autant des experts comptables que des collaborateurs, que des chefs de mission, c'est finalement, à chaque fois que je fais une tâche plus de 3 fois, en gros, toi c'était ton pattern, se dire, ok, dans quelle mesure je peux pas automatiser une partie de ce que je viens de faire là. Hello, c'est Tom Romeuf, cofondateur chez Enaria. Je t'arrête 30 secondes dans la vidéo parce que si toi aussi tu travailles dans un cabinet comptable et que tu as l'impression que la révolution de demain se fera sur l'IA, bonne nouvelle, tu es au bon endroit. On a audité pendant plus d'un an 20 cabinets comptables de 5 à 500 collaborateurs et le constat est simple. La compta, c'est très important dans les cabinets, mais l'or de demain, ce sera les échanges clients, les messages, les mails, les appels. Nous, on vient capter cette donnée, la centraliser pour devenir la mémoire vivante du cabinet. Si ça t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à prendre un appel avec nous, avec le lien en description. Exactement. Ok. Exactement. Intéressant. Et alors, ça devient très vite un biais nocif parce Ouais. qu'au bout d'un moment, quand on me propose une tâche la première fois, je me dis, mais on va me la proposer 2 autres fois, donc je vais Ouais. essayer de l'automatiser avant de l'avoir fait. Bien sûr. C'est jamais une bonne idée d'automatiser quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bien sûr. Surtout quand on n'est pas un professionnel de l'automatisation. Mais c'est un schéma de pensée hyper intéressant. Du coup, j'ai développé ça. Et puis après, j'ai quitté RSM, j'ai rejoint le cabinet familial. Comment Là, ça s'est passé la transition entre RSM et le cabinet familial? Concrètement, Vraiment- t'es comment à ce moment-là? C'est-à-dire que tu obtiens. T'es déjà diplômé d'expertise j'étais comptable? pas diplômé. Ouais, pas diplômé encore. J'étais pas diplômé. J'avais trop de boulot. Ok. J'arrivais plus à gérer mon temps. Ok. Comme j'arrivais plus à gérer mon temps, j'arrivais plus à m'amuser. Et comme j'arrivais plus à m'amuser, je me suis dit, il est temps de changer. Ok. Voilà. Alors, Ça- une réflexion assez, entre guillemets, qui pourrait être binaire, mais finalement c'était assez réfléchi. et toi, C'était ouais, clair. exactement. C'était Ok. très binaire, mais j'en avais besoin et c'était bien. Et puis le cabinet, enfin dans le cabinet familial, je me voyais avoir un avenir là-bas, donc je me disais, au bout d'un moment, il va falloir faire le switch. Bien sûr. Si je m'amuse plus dans ce que je fais là, c'est le moment, donc j'ai changé.
Et ben là-bas, c'était un nouveau monde. PME, une jolie PME, donc il y avait 60 collaborateurs, avec beaucoup de missions, et c'est un cabinet plutôt à forte valeur ajoutée, donc beaucoup de missions intéressantes, beaucoup de clients anciens, beaucoup de collaborateurs investis, un terreau hyper fertile pour construire des choses. Pour comprendre un peu du coup la typologie de clients, c'était quoi exactement C'était alors vraiment toute typologie, de petits indépendants à des boîtes cotées dans tous les secteurs d'activité. Ok, donc c'était assez large en termes de Complètement. répartition, quoi. Ok. Complètement. Je dirais qu'en termes d'activité, il y avait une majorité d'expertise comptable, mais pas mal d'audits. D'accord. Donc pour moi, c'était vraiment un terreau parfait. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Et alors là, je suis arrivé donc en 2021 ou 22, je sais plus, peu importe. Ok. Je réplique ce que j'avais connu, automatisation low-code et Donc et on te laisse de VBA. la marge de manœuvre pour automatiser, pour faire un peu. Complètement. Ouais. C'était même le pitch de départ. Ok, c'était la condition pour. Moi, je leur avais dit, voilà ce que j'aime faire. Ok. Voilà dans quoi je suis bon, je veux faire ça. Et je fais ça, et puis en fait, de fil en aiguille, de petites applications, de petits programmes en petits programmes, on gagne pas mal de temps. À la fin, on avait gagné plusieurs centaines d'heures par collab, donc c'était. Ouais, c'est quand c'était même bien. hyper intéressant. Et toi, c'est hyper intéressant, ça, je trouve, t'avais chiffré. Est-ce que en fait, t'étais allé voir peut-être les personnes qui travaillaient Je dans suis le allé cabinet voir les personnes, je leur ai C'était demandé quoi ta combien de temps ça te méthodologie prenait, Ok. combien de temps ça te prend maintenant. Généralement, c'était sur des trucs simples où avant ils faisaient un travail, après ils cliquaient sur un bouton. Ce qu'on appelle nous Donc, des quick wins un peu. C'est complètement des qu'est-ce que quick tu peux faire rapidement qui n'a pas d'impact forcément sur la méthodologie de travail. Sur Exactement. Tout ça, quoi. Ok. C'était Ok. complètement ça. Et en fait, du coup, là, très facile à mesurer. Donc j'avais déjà ces petits process-là, très amusant à faire. Moi, ça me prenait une demi-journée. Eux, ça leur faisait gagner 4, 10 heures, enfin 4, 5, 10 heures par mois, ou même 2 heures d'ailleurs. Bien C'était mon step. Je leur avais dit, si vous gagnez pas plus de 2 heures, pour l'instant, ça m'intéresse C'est ça, pas. ouais. Ok. Et concrètement, tu vois, parce que c'est des sujets qui touchent un peu à la conduite du changement aussi, comment c'était reçu du coup des collaborateurs Trop bien. Ok. Trop bien parce qu'ils étaient restés à l'initiative du truc. En fait, je leur avais les 2-3 premières personnes à qui je l'ai fait, c'est des gens avec qui je travaillais au quotidien. On était très proches, donc c'était facile. Je leur avais dit mais là tu fais ça, c'est chiant. Attends, je vais t'écrire un petit truc. Et après, ça le faisait en automatique. Ils en parlaient autour d'eux et les autres venaient vers moi. Et comme ils étaient à l'initiative C'est hyper intéressant. de la demande, c'était hyper easy de changer. En fait, c'était eux qui avaient le choix dans tout ça et tu leur as pas imposé quoi. T'es pas Exactement. arrivé, bien sûr. Ça, c'est imposé parce qu'il y a quand même ce truc-là, j'ai l'impression, dans l'expertise comptable, dans les cabinets, il y a une multiplicité des outils aujourd'hui. Et en fait, c'est parfois les associés qui vont pousser des outils, ne pas forcément former les collaborateurs. Et du coup, il y a une sorte de réticence au changement avec deux mondes qui s'affrontent. Toi, tu es parti en fait, des collaborateurs pour mettre des outils en place qui correspondent à ce qu'ils font eux. Pour moi, les outils, dans un cabinet, les outils, c'est les collaborateurs. Non. C'est bizarre d'être dit comme ça. Les collaborateurs ne sont pas des outils, mais les outils ne servent qu'aux collaborateurs. Oui, c'est plus ça. Les associés n'ont pas besoin des outils. Ils ont besoin des résultats. Donc en gros, les associés te font confiance. Eux, j'imagine qu'ils n'ont pas forcément non plus le retour d'expérience. Est-ce qu'ils savent concrètement ce qui se passe à l'intérieur? Ou est-ce que quand tu leur as dit ce que tu as automatisé, ils étaient un peu en mode choqué? Comment ils reçoivent ça? Je pense que c'est très personnel. Chaque associé a sa méthode. Ouais. Il y en a qui ont beaucoup de hauteur de vue, qui sont loin des dossiers dans leur application quotidienne. Il y en a qui, au contraire, sont dans le détail de tout ce qui se passe. Mais dans tous les cas, ils apprécient tous. Parce qu'il y en a qui apprécient la manière, la méthode, et il y en a qui apprécient le résultat. Ceux qui apprécient la méthode, c'est ceux qui voyaient ou faisaient la méthode avant. Et ils se rendent compte qu'elle est plus agréable maintenant. Ils apprécient. Ceux qui aiment le résultat, c'est ceux qui, avant, ne savaient pas comment ça se faisait, mais quand ils le demandaient, ils l'avaient 2 jours plus tard, et maintenant, ils l'ont tout de suite. Ok, je vois. Mais dans tous les cas... en fait, Dans tous les cas, c'est le résultat qui compte, peu importe comment ça a été mis en place, etc. Ouais, exactement. Hyper Et intéressant. généralement, ceux qui voient le plus la magie, c'est ceux qui voyaient la machine Bien sûr. avant et maintenant qui avait un processus très clair, qui savait comment ça se passait et qui voit le avant-après. Exactement. Ouais, bien sûr. Ceux-là voient encore plus la magie, mais dans tous les cas, tout le monde est content. Ouais. Et ensuite, après ça, j'ai créé une automatisation low-code qui était super, qui permettait d'avoir une approbation des bilans qu'on faisait. C'est-à-dire qu'il y avait un collaborateur qui sortait un bilan. Vous le savez, en début d'année, les cabinets ils sortent des bilans en masse. Bien sûr. Et ce bilan, il doit être approuvé. Il doit être approuvé par le manager, il doit être approuvé par l'expert comptable, il doit être approuvé par le client. Et du coup, c'est beaucoup d'allers-retours, c'est beaucoup d'administratifs. Et j'avais créé un truc qui faisait que le collaborateur, il appuyait sur un bouton et ça partait en approbation progressive vers les différentes personnes. Ok. Easy. Ouais, bien sûr. Hyper intéressant. Ouais. Ça remplissait tous les steps. En fait, tu avais processisé la validation. Exactement. Et ça validait à chaque fois. Ouais. J'avais fait ça sur Microsoft Power Apps, c'était le N8N de l'époque. Complètement. Quasiment inutilisable tellement il y avait de bugs, mais ça marche.
Et c'était pas Power Apps d'ailleurs, c'était Power Automate. Mais bon, voilà, c'était très marrant. Donc j'ai fait ça. Et puis là, ChatGPT est sorti. Donc on est en 2022, 2023. On est en 2022. Je suis un early user de ChatGPT. Je deviens fou. Ouais, tu commences à un peu Je tâtonner, deviens demi-amoureux de ChatGPT. Ok, ouais, bien sûr. Et puis je m'éclate à faire des trucs avec lui. Ok, Et puis au bout d'un moment, ChatGPT est limité parce que ça reste une fenêtre de chat. bien sûr. Il n'a pas de mémoire, il n'a pas de contexte illimité. Par contre, il a une API. Ouais. Et l'API, c'est pas juste un chat. L'API, c'est on peut lui envoyer tout ce qu'on veut en lui demandant un résultat. Et là, j'ai eu plein d'idées, j'ai fait plein de trucs rigolos. Et le truc que j'avais fait à l'époque, c'était de vouloir encore résoudre un irritant de quelque chose que je faisais au quotidien. En cabinet, il faut souvent saisir ses temps. Autant dire que j'ai une sainte horreur de saisir mes temps et qu'on me l'a rappelé suffisamment souvent que mes temps n'étaient pas saisis. Donc, j'ai connecté les logs de mon ordi à l'API de ChatGPT et je lui ai demandé d'expliquer en langage naturel tout ce que je faisais. Et à partir de là, j'avais en langage naturel ce que j'avais fait de ma journée. Étape 2, je lui ai demandé de transformer ça en fiche de temps. Ok. Et étape 3, je lui ai demandé que cette fiche de temps elle soit compatible avec les imports de mon logiciel de temps. D'accord, donc il te le mettait, il te le formatait ensuite en finalité dans un format qui permettait après de le remplir sur le logiciel de prod, quoi. Exactement. Enfin, de connecter ok. Exactement. Ouais, Et ok. du coup, au début, c'était toujours faux. En fait, quand je travaillais dans un classeur Excel qui s'appelait Prévis X, et c'est pas écrit sur le nom du classeur Excel, le Prévis de qui c'est. Ouais, Et à moins que je le tape au bout d'un moment dans le Excel et que ChatGPT le voit, il peut pas le savoir. Mais à chaque fois, moi, je le corrigeais et je lui disais, ça va, ça c'est tel client, ça c'est tel client. Bien sûr. Et à force, il devenait très juste. Ok. Et il saisissait mes temps à ma place. Ok. Enfin, il les saisissait pas directement dans le logiciel, j'ai pas été si loin que ça, mais il me fournissait le livrable que je pouvais directement mettre dans le logiciel. Uploader dans le logiciel. Et ça, il prenait combien de temps à peu près pour qu'on puisse comprendre un petit peu à faire tout ça, la suite des Alors, ça m'a pris un temps fou parce que c'était la première fois. Ok. Je pense que j'y ai passé 4 jours. Ok, d'accord. Voilà. Et pour un retour sur investissement t'as estimé un peu le retour sur investissement de ce que t'as Un collaborateur, en moyenne, je pense qu'il passe un quart d'heure par jour à saisir ses temps. Ok. Sachant qu'on parle pas aussi, mais là c'est même pas un gain de temps, pour moi c'est aussi un gain de mesurabilité pour le cabinet sur les charges. Ouais. C'est un gain aussi De mental. confort. Confort, De confort. ouais, voilà. Bien sûr. Charge C'est- mentale aussi pour les Ouais. collaborateurs. Exactement. Personne n'aime, je pense, saisir ses temps à la fin de la journée. Enfin, c'est pas une passion quoi. En tout cas, Je crois pas, non. je passe un message à la communauté. Si vous aimez saisir vos temps. Non. Et du coup, j'ai fait ça. Et faisant ça, j'ai discuté avec Cégide à un dîner de ce que j'avais fait. Eux, ils étaient pareil dans leurs premières expérimentations de l'IA générative. Ils adoraient le concept des LLM. Ils voyaient un potentiel. Mais comme beaucoup d'entre nous, ils ne savaient pas exactement Comment s'y prendre quoi faire de tout ça. Parce que ChatGPT, la première fois, c'est déroutant. C'est une page blanche. Bien sûr. Si on est créatif, une page blanche, ça fait pas peur. Si par contre on est quelqu'un qui veut des solutions, une page blanche, c'est terrifiant. On ne sait pas comment passer de A à B. Et moi, je suis plutôt créatif, donc à ce moment-là, j'avais pas fait des solutions, j'avais résolu mes problèmes. J'adore résoudre mes problèmes. Bien sûr. Eux, ils voulaient des idées. Donc on a commencé à discuter, ils ont bien aimé, et puis ils ont fini par me dire, nous on crée un labo d'innovation. C'est un genre de start-up, c'est-à-dire que on veut des gens qui fonctionnent en dehors des process Cégide, donc des logiciels actuels, des équipes actuelles, qui soient en nombre très réduit pour être très agiles et qui fabriquent quelque chose à base d'IA qu'on revendra ensuite à nos différents logiciels. Ouais, bien Comme, sûr. comme si on était vraiment indépendant. Pour essayer de bien comprendre, du coup, à ce moment-là, toi, tu es dans quelle démarche? Est-ce que tu as mis en place tout ce que tu voulais mettre au sein du cabinet où tu travaillais? Je pense que j'aurais jamais mis en place tout ce que je voulais. Ok. Parce que on en parlait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y avait une sorte de réticence au changement que tu as senti un peu dans ton cabinet? Comment c'était reçu? C'est-à-dire que toi, tu es proactif, tu fais des automatisations dans ton cabinet, tu commences même à faire des choses avec ChatGPT. Comment c'est reçu au sein du cabinet à l'époque? Surtout que là, déjà aujourd'hui, c'est complexe dans les cabinets de l'intégrer. Toi, c'était encore plus précurseur. Mais moi, je me sentais frustré. Depuis le début de mon métier, je me sens frustré parce que j'ai toujours envie d'en faire plus. Ok. Et je suis nécessairement limité par l'acceptation des gens avec qui je travaille. Bien sûr. Et évidemment, tout le monde n'est pas aussi prompt que moi à vouloir aller vite. Parce que aller vite, ça veut aussi dire prendre des risques, faire des erreurs. Tout le monde n'a pas envie de prendre des C'est risques une et de faire remise en des question erreurs. aussi, hein. C'est une forme de Exactement. remise en question du travail que tu peux faire. Quand tu dis t'automatises quelque chose, indirectement, les gens peuvent le percevoir comme une remise en question de leur propre travail, quoi. Exactement. Donc, bien sûr. Ouais. Et
Moi, j'ai pas beaucoup de mantras. Un de mes mantras, c'est si la machine peut faire ce que tu fais mieux que toi, Bien sûr. ou plus vite que toi, Mm. ou moins cher que toi, Ok. ne le fais pas. Bien sûr. Bien sûr. Parce que la machine le fera. Et sur toutes les idées que j'avais, d'ailleurs, c'est pas l'imparfait qu'il faut utiliser, c'est plutôt le passé composé. Sur toutes les idées que j'ai eues, il y en a une partie qui a été acceptée. C'est les quick wins, souvent, parce qu'ils font pas peur. Bien sûr. Parce que tu voyais directement les résultats de ce que tu faisais. Donc Exactement. Les associés pouvaient que constater. Voire je demandais pas l'autorisation, parce qu'en fait, ça me prenait le même temps de faire la tâche que de faire la machine qui va faire la tâche. À la fin, le résultat est là, je suis dans les temps. Donc les quick wins que tu as pu mettre en place du coup au sein du cabinet où tu étais, du coup c'était quoi concrètement les quick wins que tu as pu mettre en place? C'est beaucoup de transformation de data en compta. Ok. Donc, quand on reçoit tous les mois des factures identiques de la part d'un client et qu'il faut les saisir à la main, et qu'un OCR il est incapable de le faire, ou alors que c'est même pas un problème d'OCR, c'est un problème de programme. Il n'y a pas le programme Bien sûr. qui transforme cette data, parce que parfois on reçoit un Excel, il faut le transformer en compta, on n'a pas le programme qui fait ça. Et il faut être très métier pour le faire. L'intelligence là, elle vient pas du mec qui code, parce que il y a rien à coder, c'est très simple. Bien sûr. Tu mets cette data là ici, cette data là ici, tu additionnes ça et ça et tu le mets là. Ça, c'était des quick wins que je faisais de manière hebdomadaire, j'en faisais un ou deux. Ok. Et puis après, donc ça c'est le facile. Après il y a l'étape du dessus, c'est le moyennement facile, le truc qui va me prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ça, il fallait que j'aille défendre mon idée et que ce soit accepté. Parce que concrètement, en fait, c'est quelque chose qui allait prendre plus de temps que la tâche en soi. Et Exactement. donc, il fallait défendre le fait que, attends, je te paye à des honoraires. Alors, il y a ça, ou alors une tâche où personne se rend compte qu'elle prend du temps. Typiquement, l'approbation des bilans, là, c'est une perte de temps qu'on ne voit pas. Bien sûr. Tu peux l'expliquer un peu plus Ouais, bien sûr. Alors du coup, je vous décris le process, comme il est dans plein de cabinets. C'est même pas le process de mon pourquoi cabinet. il le voit pas surtout Pourquoi il le voit pas? Parce que tout le monde va passer 2 minutes sur le truc. Mais C'est dans 2 une minutes, chaîne, mais- dans une chaîne où tout le monde passe 2 minutes, mais il y a 10 personnes impliquées. Et ces 2 minutes, il faut les accompagner du temps pour ouvrir le document, pour de poser les questions éventuellement à la personne qui vous l'a envoyé, Bien sûr. parce qu'il manque des infos, parce que... en fait, cette chaîne, elle prend une demi-heure, elle prend 1 heure, elle prend 3 heures, elle prend 4 heures. Et souvent, c'est ça. Les pertes de temps, souvent, elles sont systémiques. On n'a pas choisi de passer du temps sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est tellement partagé entre tout le monde qu'on perd du temps. Et la perte de temps, moi, m'ennuie pas trop. Par contre, l'inconfort me gêne. J'ai pas envie de faire un truc chiant. Je vois pas l'intérêt de faire des trucs chiants. Et du coup, c'est un peu idéaliste, mais à ce moment-là, moi, ce process-là, je le trouvais super chiant. Parce que il fallait du coup sortir un bilan, l'envoyer d'abord à une secrétaire pour qu'elle le mette en forme. Ensuite, il fallait l'envoyer à l'associé qui devait le valider. On devait attendre le retour de l'associé pour l'envoyer à une autre secrétaire qui devait le déposer au greffe. Après, on l'envoyait à une autre secrétaire. Plein qui d'allers-retours d'organismes différents, d'interlocuteurs différents, avec des contextes différents aussi. Exactement. Ouais, Et puis, il faut penser au collaborateur qui est celui chargé de transférer les informations, le bilan. Imaginons le papier, qui est chargé de transférer le bilan d'une personne à l'autre. Mais ça veut dire qu'il doit attendre que la première secrétaire ait fini, aller la voir, lui dire t'as fini, oui, le C'est-à-dire prendre. qu'il est dans l'attente indirectement, il a une tâche qui est encore sous le coup Exactement. à côté. Quoi. Bien Exactement. sûr. Et la charge mentale est désagréable. Bien sûr. Dans l'automatisation que j'avais créée, on voyait en temps réel sur une liste où ça en était. L'avancement. Et tous les participants de la chaîne le voyaient. C'est hyper confortable. Donc c'était centralisé pour tout le monde avec une vue globalisée. Quoi, Ouais, tout le monde avait exactement. accès au dossier, comment il était, etc. quoi. Exactement. Ok. Tout le monde avait une liste Bien sûr. dans Microsoft Approbation. Bien C'est sûr. un truc qui existe. Ouais. Avec la liste des dossiers et à côté le statut. Parce que c'est vrai qu'on parle Ouais. de gain de temps depuis tout à l'heure, mais il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi le côté réconfortant de Ouais. savoir où en est chaque tâche, quoi, en fait. Exactement. La charge mentale en bien moins, sûr. le poids de l'obligation qui disparaît. Et ça, les collaborateurs alors je pensais pas que c'était à ce point-là, mais les collaborateurs ont vraiment adoré ce truc-là. Et les associés, je pense, ont encore plus adoré. Parce qu'ils savaient en temps réel qu'à partir du moment où le bilan était fini, ils savaient où il était. Complètement. Et ça, c'est En un fait, c'est réduire l'incertitude. Exactement. Et ça, c'est tout ce que tout le monde veut. Quoi. C'est ce que tout le monde veut. Ouais, bien sûr, Exactement. bien sûr. C'est en fait, au lieu que ce soit, parce qu'aujourd'hui, je pense dans plein de cabinets, c'est suivi sur des Excel, par exemple, ce que tu dis un peu. C'est peut-être. Alors, oui, c'est rendu là, peut-être. ou Oui, en fait, la vie serait encore plus belle si c'était suivi sur des Excel. quoi. Ouais. Mais la réalité, elle est souvent décevante. Ok. Et quand c'est suivi sur un Excel, ça veut dire que soit on a un Excel commun à tout le monde, et ça, je pense qu'on a tous fait l'expérience, un Excel commun à tout le monde, Ça pète et ça pète tout le temps. Ouais. Soit chacun a son Excel, et ça veut dire que chacun a une version différente du fichier. C'est ça le problème. ça. Un jour, vous avez un collaborateur qui part en maladie, qui finalement démissionne, donc il a été absent 3 mois, on retrouve jamais son Excel, donc ça veut dire qu'il y a son remplaçant
qui va ouvrir un nouveau Excel selon le format qu'il a récupéré de son ancien cabinet, avec des datas incomplètes parce qu'il n'a pas le fichier de l'ancien. Donc de la perte Des d'informations. codes couleurs qui sont différents. Exactement, des fois, et c'est l'angoisse. Bien sûr. Même pour les clients, du coup, c'est pas très professionnel parce qu'en fait, ça veut dire que toutes les informations qui avaient été collectées sur le client, on doit les redemander Exactement. parce que la personne n'est plus là. Exactement. Et alors là, je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Tu dis que c'est pas professionnel. En fait, je pense que à partir du moment où on a commencé à penser que ça, c'était pas professionnel, on s'est créé à nous-mêmes un biais. Parce que c'est très professionnel d'avoir des fichiers en bordel, d'avoir du jaune à des endroits où il n'est pas censé avoir du jaune. C'est un travail d'artisan. Ça veut dire qu'on a tout regardé, tout fait à la main. On a suivi le truc à la main. C'est très humain de faire ça. Et puis, comme on est de nature certainement un peu feignante, on a confié à des machines certaines tâches et on a essayé d'en faire de moins en moins à la main. Et on a considéré que plus c'était fait par une machine propre, plus c'était professionnel. Ok, Du coup, intéressant. plus c'est fait par une machine, plus c'est professionnel. Or, c'est complètement contre-intuitif. Ce qui est le plus professionnel des travaux, c'est le mec qui, avec un ciseau à bois, fabrique une chaise. C'est vrai, vraiment, c'est ça. Avec Artisanat, quoi. Avec tous les défauts de la chaise. C'est pas la chaise qui sort de la machine l'usine, automatisée ouais, ouais. Bien sûr. de l'usine, exactement. Donc, quand on a commencé à considérer que ce suivi manuel défectueux, il n'était pas professionnel, on a fait un choix. On a dit, on est une industrie, on n'est plus des artisans. Et si on est une industrie, il faut que tous nos résultats soient standards, propres et restituables tels quels. Ok, c'est un choix. Moi, je suis pas contre. L'industrie, ça a plein d'avantages. Mais si on est une industrie, eh ben, allons jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est automatiser tout ce qui peut l'être. C'est réduire tous les mouvements humains qui sont inutiles, réduire toutes les pertes d'informations entre deux maillons de la chaîne et réduire l'inconfort des ouvriers. Parce que si on est une industrie, on est tous des ouvriers. Et dans l'industrie, on a le taylorisme qui nous a dit et le fordisme qui nous ont dit si j'ai besoin de me tourner vers la droite pour attraper la vis alors qu'elle pourrait être devant moi, c'est que j'ai perdu du temps et du confort. Bien sûr. Tout optimisé. Exactement. Et du coup, moi je suis d'accord avec toi, ça manque de professionnalisme ce Excel tout pété. Je voulais pas ça, mais si ça manque de professionnalisme, ça veut dire qu'on est une industrie, ça veut dire que ce qu'on appelle le professionnalisme maintenant, c'est plus la profession intellectuelle qui travaille au stylo sur une feuille, c'est la machine qui sort un résultat propre parce que le professionnel l'a bien configuré. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une implication, il y a un virage stratégique qui se met en place à ce moment-là, quoi. Ouais. Et du coup, peut-être, j'en viens un peu peut-être à ton départ, mais peut-être qu'à un moment donné, tu as ressenti que la prise de risque avait été prise, mais pas totalement, du coup, peut-être. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. En fait, pour moi, il y a un choix à faire. Ouais. Et c'est un choix que je défends depuis que j'ai commencé dans le métier. Et c'est même mieux que ça. C'est un choix que je défends depuis le premier jour de mon deck. Ok. C'était en 2018, je crois que c'était en septembre. À Paris, pour le premier jour du deck, souvent ils amènent quelqu'un pour faire une conférence inspirante aux nouveaux arrivants. Ouais, bien sûr. Et nous, c'était Stéphane Mallard. Stéphane Mallard, c'est un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Disruption, qui est, et je le cite, c'est son titre officiel, évangélisateur du digital ou de l'IA ou de la disruption, je sais plus. Ok. Et il nous fait un speech hyper intéressant sur le fait que tous les métiers étaient en voie à la disruption. Comment ça allait se passer selon lui ? Jamais de l'intérieur. C'est jamais le métier qui se disrupte de l'intérieur, c'est toujours un acteur extérieur qui arrive. Il nous donne des exemples. Le plus fameux à cette époque, c'était Uber et les taxis. Bien sûr. Mais whatever, il nous dit ça viendra toujours de l'extérieur. Ce sera toujours sur des tâches simples. Parce que les tâches simples sont beaucoup plus faciles à appréhender que les tâches complexes. Les gens, quand on leur demande, ils commencent toujours par les tâches complexes, mais en réalité, le seul truc qui marche, c'est les tâches simples. Bien sûr. Et il nous dit, vous les experts comptables, ça va arriver. Et moi, ça sonne dans ma tête. Ça faisait 1 an et quart que je travaillais. Et je me dis, oui, en fait, il vient de mettre des mots sur ce qui se passait dans ma tête. Ouais, tu l'avais pas encore conscientisé quand Exactement. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce jour-là, vraiment, je suis parti dans ma tête sur mon sujet de deck. D'accord. Je voulais absolument faire ça, le fait que notre métier, à l'époque l'audit, mon métier, était à 99% automatisable, que c'était pas grave, que c'était bien, que c'était intéressant, mais surtout que mon objectif n'était pas de l'automatiser, c'était de nous protéger contre des gens qui voudraient nous faire perdre en qualité en automatisant. Donc j'avais une position très protectrice vis-à-vis de ma corporation et une position que je défends toujours. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens intelligents, des gens de hauteur de vue dans ce métier et leur hauteur de vue est utile. Par contre, les faire remplir à la main des questionnaires,
ça ne l'est pas. Bien sûr. Et j'ai défendu cette thèse pendant très longtemps auprès de mes pairs. Et très souvent, j'ai ressenti de la frustration parce qu'on me disait que non, que j'étais idéaliste, que ça n'arriverait pas, que c'était pas si simple. Et Qu'est-ce qui n'arriverait pas? le Changement n'arriverait pas? le changement, la disruption. La description qui a été prévue par Stéphane Mallard dans la Ouais. conférence que Ok. tu as vue, c'était non, ça n'arrivera Non, pas. ça n'arrivera pas. Mais finalement, ça confirmait ce qu'il disait, c'est que ça viendra de l'extérieur du coup. Exactement. Mm. Et pour moi, Ok. tout ce qu'ils me disaient confirmait mon idée. Pour eux, tout ce que je disais confirmait la leur. Ok. Et eux, leurs arguments principaux étaient des arguments super intéressants. Ils me disaient, bah non, on est une profession réglementée, donc on a le droit Ouais. avec nous. Bien sûr. Ils me disaient, non, on est une profession d'assurance. Or, les gens attendent cette assurance. Et moi, de mon côté, je leur disais, bah, une profession réglementée, la loi, elle suit les règles, elle suit la pratique. La loi, toujours, elle suivra la pratique. Si la pratique, aujourd'hui, c'est des experts comptables, mais demain, elle se tourne vers l'IA, par exemple, la loi, elle va changer. Bien sûr. Et si demain, une autorité comme l'AMF, elle dit, bah, nous, on n'a plus besoin de l'approbation des commissaires aux comptes sur les comptes de telles entités, mais on a besoin que tel logiciel approuvé par nos services en fasse une revue complète, Ouais. la loi va très vite s'adapter Bien pour sûr. que ce genre de logiciel soit accepté. Bah, on le voit avec la non-exclusivité d'ailleurs pour tout ce qui est comptabilité. Exactement. production, etc., hein. C'est la Reindi, Bien sûr. il va complètement dans ce sens-là. Complètement. Et l'assurance, je leur ai dit à l'époque, parce que c'était le thème à la mode, je leur ai dit, si l'assurance était importante, Uber aurait perdu face au taxi. Bien sûr. Uber n'est pas assuré comme un taxi. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui a fait gagner Uber? C'est qu'ils avaient un meilleur service moins cher. Bien sûr. Pourtant, ils étaient moins bien assurés. Ça part toujours d'un besoin client, ça part toujours d'un Exactement. besoin de la société entre guillemets. Quoi. Et pourtant, ils étaient moins bien assurés. Ils n'étaient pas une profession réglementée. Ils n'avaient pas accès aux voies de bus. Bien sûr. Donc, Bien sûr. il y avait des pertes quand on prenait Uber. Mm. Et pourtant, les gens ont choisi les gains, ces deux gains-là par rapport à ces trois pertes-là. Je leur ai dit, pour moi, c'est ce qui va arriver. Et du coup, j'ai défendu cette thèse. Et puis, j'emportais très peu d'approbation, ou en tout cas une approbation pas aussi intense que celle que je ressentais moi. Oui, tu étais animé par ça et tu Ah ouais, pensais ouais, vraiment ouais. que ça allait arriver très très prochainement. Quoi. Complètement, Ouais. complètement. Et Est-ce que c'est une petite question, une petite digression que je fais? Est-ce que tu t'intéressais aussi, parce que des fois il y en a beaucoup qui s'intéressent au système US parce qu'ils considèrent que le système US a à peu près 2-3 ans d'avance sur l'expertise comptable par rapport à la France. Est-ce que tu avais la vision par rapport à ça ou vraiment? j'avais la vision, mais je m'y intéressais pas. Ok. Pourquoi? Parce que pour moi, ils font pas le même métier. Tout Ok, simplement. intéressant. Pour moi, il y a 3 types d'experts comptables dans le monde. Ok. Il y a le modèle US, UK, anglo-saxon dans l'ensemble. C'est des consultants fiscaux à temps plein et ils sont pas du tout dans les mêmes problématiques de compta, de plan comptable, de standardisation que nous. Ils sont dans des problématiques complètement différentes. C'est presque des conseillers juridiques, mais de la taxe. Et du coup, certes, ils ont une pratique qui est différente de la nôtre. Et du coup, ils sont en avance sur plein de sujets digitaux. Par contre, pour moi, ils n'ont pas exactement le même métier que nous, qui sommes une profession réglementée, dont l'objectif est de servir l'intérêt général. C'est Ok. deux approches différentes. Ensuite, il y a le modèle des pays du Sud, qui est un modèle où on essaye juste de mettre de l'ordre dans le chaos. Le rôle des experts comptables dans les pays latins et les pays arabes, c'est souvent de réussir à transformer un chaos d'informations pour le rendre solide, présentable, explicable. Et c'est pas une question de taxe, c'est pas une question de droit, c'est une question de mettre de l'ordre dans le chaos. Les États-Unis, eux, se posent pas spécialement cette question-là pour moi, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est être consultants fiscaux. Bien sûr. Les Espagnols, les Marocains, ils veulent apporter de l'ordre dans le bazar qu'est l'information financière. Et il y a des pays comme la France, l'Allemagne ou la Belgique où on a une profession réglementée et du coup on doit juste apposer, non c'est une tâche énorme, mais on doit juste apposer notre tampon de Bien tiers sûr. de confiance sur tout ce qui a été fait en disant si c'est revu par nous, il y a 90% que ce soit bon. Et Tu mets ta crédibilité en Ouais, bien jeu sûr. aussi. Il y a C'est-à-dire un que serment, il y a tout ça. et derrière qui tu se- mets ta responsabilité, tu mets ton assurance et tu deviens un des piliers de l'économie nationale. Bien sûr. Parce que sans ton visa, on considère que l'information n'est peut-être pas bonne. Et la vision du coup est complètement différente. Tu n'es pas là pour conseiller. Tu es là pour mettre un visa qui dit on est en sécurité. Ok. Du coup, c'est pour ça que je ne les compare pas tout à fait. Ah mais hyper intéressant comme démarche. C'est vraiment ça, c'est les 3 visions pour toi de l'expertise comptable. Ouais. Elles peuvent se relier sur certains points. Complètement. Mais en France et en Europe de l'Est en général, il y a quand même une vision un peu plus réglementaire Ouais. qui pour toi ne disparaîtra pas demain quoi. Ouais, et puis au-delà de réglementaire, de vraiment tiers de confiance. Ok.
Quand les experts comptables disent qu'ils sont le médecin de famille des entreprises, c'est aussi parce qu'ils ont une confiance des entreprises et de l'État qui est énorme. Les experts comptables, ils ne sont pas en conflit avec les entreprises, ils ne sont pas en conflit avec l'administration fiscale. Ils s'entendent bien avec tout le monde parce qu'ils sont là pour transformer une réalité économique en standard comptable et financier. Ouais, bien sûr. Ok. Et ils font ça avec, franchement, vous les connaissez, avec un sérieux qui, à mon avis, serait impressionnant pour n'importe quel néophyte. Bien sûr. Bien sûr. On fait, on vérifie, on interprète. Et sur toutes les données qu'on a, on les intègre, on les vérifie, on les interprète. Donc le sérieux de ce process, c'est ça qui apporte la confiance et c'est ça qui fait que notre profession dans notre pays, elle est différente de notre profession dans d'autres pays. Et du coup, si je reprends un peu là où on était, tu arrives avec toutes ces thèses-là que toi, ça fait quelques années que tu développes de manière concrète avec des outils, des automatisations dans les cabinets que tu as traversés, RSM et le cabinet familial, et en même temps cette vision de la disruption qui arrive en fait sur le marché de l'expertise comptable en France. Tu arrives chez Cegid, qu'est-ce qui se passe, comment t'es ici, c'est quoi la mission qui t'est donnée en fait Trop bien. concrètement Alors là, génial. Donc en fait, je rencontre celui qui deviendra mon manager au Congrès des experts comptables 2024. Et on discute IA, on discute agent IA, on passe une trop bonne soirée. Ok. Et Lui, c'est quoi son poste concrètement chez Cegid? c'est lui qui a créé Loop. D'accord. Et il s'est fait Loop a été racheté par Cegid et du coup il a rejoint Cegid à ce moment-là. Ok. Et donc son poste à ce moment-là, je sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est qu'il parlait beaucoup d'IA et moi j'adorais l'IA, donc on a passé une bonne Vous êtes soirée ensemble. retrouvés comme ça, c'est vraiment ok. Et quelqu'un et- qui partageait du coup un peu ta thèse finalement. ouais, Tu as pu échanger avec lui. et ben en fait même pas tant. Ok. Lui défendait beaucoup plus le besoin d'artisanat dans la profession. D'accord. Ok. Mais par contre, on était tous les deux d'accord sur trop de chronophage, trop d'inutiles, trop de perte de temps inutile. Voilà. On perd tous trop de temps Ouais, inutilement bien sûr. et du coup on perd en qualité, on perd en valeur, on perd en supervision, ça va pas. Et surtout à ce moment-là, ce soir-là, au congrès, on parle même pas trop de ça, on parle vraiment d'agents IA. On adore les agents quoi. IA. Vraiment la technique dans le truc. Ouais, trop bien. Bien sûr. Moi je me rappelle, j'appelle ma femme en sortant de ce dîner, je lui dis j'ai croisé un mec, j'adorerais bosser avec lui. 2 semaines après, il m'appelle, il me dit j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Ok. Déjà, Ouais, on l'a. ok. Pas mal. pas mal. Ouais. Tu t'en doutais un petit peu ou Pas du tout. Ouais, pas du tout. ok. Ah, pas du tout. ok. Et, Toi, c'était une bonne conversation que tu avais eu avec quelqu'un Exactement. du métier qui Moi, avait la même vraiment, passion que toi. J'étais enthousiaste, je suis resté après Guy Ray pendant 3 jours parce que j'avais eu une super conversation. Bien sûr, J'étais- bien sûr. J'étais content. Ouais, Et, puis je le reverrai peut-être sûrement pas, mais. ouais, c'est ça. Et du coup, 2 semaines après, il me propose ça. Et la job description est fabuleuse. Il me dit l'idée, c'est qu'on soit en dehors des process de la grosse boîte, qu'on fasse tout ce qu'on veut tant que c'est de l'IA Ok. et tant que les autres peuvent s'en servir. Ok. Donc, facile. De job description facile. Presque trop facile. Je veux Ouais, dire. presque, il y a un problème quoi. Et voilà, Ouais. c'est trop beau. Et puis Ouais. le premier jour, qu'est-ce que je vais faire Ouais, concrètement, bien qu'est-ce que sûr, je vais bien faire sûr, ouais. Je dis oui parce Tu te que lances quand même. Là, t'es dans quel état d'esprit là un je peu dis pour oui, comprendre je dis oui tout de suite. Tu Ok. réfléchis même pas. Non, je réfléchis même pas parce Mais est-ce que que tu te reconnais pas un petit peu indirectement dans cette fiche de poste aussi? ah bah Ce si. côté un peu. Pour moi, c'était parfait. bien sûr, C'était ouais. électron libre, créatif, Complètement. parfait. Et puis, je prenais pas un risque énorme. Je veux dire, je pouvais toujours redevenir expert comptable. Bien Et sûr. d'ailleurs, c'est toujours mon souhait, c'est de redevenir expert comptable. Mais j'avais cette parenthèse enchantée où je pouvais faire ça. Bien sûr. Et du coup, très vite, je le rejoins. En mars, je le rejoins. On commence à coder des trucs avec de l'IA pour faire des MVP. Tu peux expliquer peut-être un peu concrètement, c'est-à-dire que vous commencez à coder des choses, c'est quoi Alors- vers où tu veux aller? Ouais, techniquement, Ouais. en fait, on commence par une grosse réunion Ok. où on se demande quel est le travail de l'expert comptable. Ok. Donc à ce moment-là, comme je suis la personne du métier, c'est surtout moi qui parle. Lui, Là, ils c'est- veulent vraiment ton expérience terrain, ta connaissance métier, etc. Ils te posent les bases de. Ouais, exactement. On veut parler du métier. On veut essayer de tous être sur un pied d'égalité sur notre compréhension du métier. Ok. Démystifier le métier, démystifier tout ça. Exactement. Lui, ça fait 30 ans qu'il travaille avec les experts comptables. Le métier, il le connaît, mais il le connaît de l'extérieur. D'accord. Du coup, on veut voir si on est d'accord, on veut en parler. Ok. Et du coup, moi, je décris mon expérience du métier avec le process complet d'un expert comptable et donc le process en termes de tâches et le process en termes de grade, entre guillemets. C'est-à-dire qui fait quoi dans un cabinet. Ok.
et je compte tout le monde, de l'alternant qui sort d'école jusqu'à l'associé, en passant par le juriste, la secrétaire. Tout le monde a des tâches qui sont essentielles à la mission, qui les fait. Et donc on discute beaucoup de ça. Et du coup, on arrive à 2 conclusions. La première, c'est qu'on a des tâches à forte valeur ajoutée, mais peu récurrentes. Et la deuxième, c'est qu'on a des tâches à faible valeur ajoutée, très récurrentes. Ok. Du coup, on se demande quelle part du marché est la plus intéressante pour l'IA. Assez naturellement, moi, à ce moment-là, je me dis, c'est celle à forte valeur ajoutée, parce que j'ai été épaté par la magie de ChatGPT. J'ai fait des trucs avec où je me disais, c'est pas possible que ça fasse aussi bien. Et on était en 2025, donc c'était il n'y a pas si longtemps, mais en fait, en termes d'IA, c'était il y a une éternité. Il n'y avait pas eu la dernière version de Claude, il n'y avait pas eu tout ça. Exactement. Exactement. À l'époque, on lui demandait de faire un DCF, il faisait n'importe quoi. Maintenant, on lui demande de faire un DCF, il sort un Excel en 15 tableaux. C'est merveilleux. C'est parfait, quoi. Et du coup, pour moi, même par ego professionnel, j'avais envie de faire de la forte valeur ajoutée. Je suis comme plein d'experts comptables, j'ai envie d'aller dans le conseil, j'ai envie de faire toutes ces choses qui sont valorisantes. Et puis en fait, en discutant avec mon manager, avec Christian, on en vient quand même à la conclusion que ces TVA que font les experts comptables tous les mois, elles ont énormément d'avantages. 1, elles assurent une compta tenue très régulièrement. 2, elles assurent une compta tenue très proprement parce que c'est fait tous les mois, revu tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, et après revu lors de la révision. Et qu'en plus, c'est là qu'on fait intervenir le plus de data sur l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'on a des informations sur l'entreprise. Donc, en termes d'IA, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, on travaille souvent. Ouais. Et l'IA peut donc augmenter, même si elle augmente que de 20% la tâche, on a un impact de temps énorme. 2, on a énormément d'informations. Or, qui dit énormément d'informations dit une mine d'or pour les interprétations, le conseil, la révision, la fiscalité. Bien sûr. Et 3, nous, ça nous permet quand même d'être au contact de clients qui mettent le nez dans notre outil tous les jours. Donc vous êtes vraiment parti d'une base, la TVA, pour vous dire, ok, qu'est-ce qui est la mine d'or, entre guillemets, d'informations où l'IA pourrait s'en servir par la suite. Exactement. Quel est le meilleur pan de la montagne attaqué par l'IA ? Parce que ça dit plein de choses sur une entreprise, la TVA, effectivement. Ça dit plein de choses sur l'entreprise, ça fait énormément intervenir le cabinet, ça fait énormément s'interroger sur les collaborations entre l'entreprise et le cabinet. Il y a plein de sujets intéressants autour de la TVA. Et puis, fiscalement, c'est l'angoisse, la TVA. C'est une bonne partie du code général des impôts. Il y a énormément de questions à se poser. Et en fait, c'est beaucoup moins concret et facile qu'on pourrait le penser. Faire une déclaration de TVA, c'est beaucoup d'interprétations, c'est beaucoup de petites triches, parce qu'en fait, si on n'a pas des factures ce mois-ci, on les déclarera sur le mois d'après. Il y a des escomptes potentiels s'il n'y a pas assez de trésorerie. On régularise comme on peut, et tout le monde le fait plus ou moins. Donc finalement, c'est quand même assez complexe à attaquer. Exactement. Et intéressant à aller attaquer avec l'IA. Exactement. Et concrètement, du coup, comment ça se matérialise ensuite ? Alors, ensuite, je sors de cette réunion, j'ai toujours ma job description de 3 lignes, et on en ajoute une 4e, c'est maintenant faire de la TVA. Ok, on me donne un ordi, super. J'ai donc 4 lignes et un ordi, je peux commencer à me demander ce que je vais faire. La première chose que je fais, c'est que je prends ChatGPT et je lui dis voici des factures, fais-moi une déclaration de TVA. Il me sort un truc horrible, surtout à l'époque, il hallucinait encore beaucoup, donc vraiment horrible. Ok, donc ça va pas. Donc je passe sur le mode API pour pouvoir faire un peu plus de choses. Et là, je crée 2 agents. Un premier agent pour faire la TVA, un deuxième pour critiquer la TVA. Quand tu dis faire la TVA, du coup, c'est calculer la TVA. C'est-à-dire qu'il reçoit des factures et il me sort le PDF de la déclaration. C'est ça l'idée. Voilà, vraiment faire la TVA au sens propre du terme, fait par les collaborateurs. Exactement. Que le collaborateur, il n'ait plus qu'à cliquer sur envoyer. Complètement. Enfin non, d'ailleurs à ce moment-là, il faut qu'il mette les factures lui-même et qu'il clique sur envoyer. Bien sûr. Et là, je commence à avoir des résultats sympas. Ok. Entre celui qui fait et celui qui critique, c'est pas mal. Le problème, c'est que celui qui fait et celui qui critique, ils sont quand même jamais d'accord parce qu'il y en a un, je lui ai dit, ton boulot, c'est de pas être d'accord avec le premier. Donc j'ajoute un 3e agent en lui disant, maintenant ton but, c'est d'arbitrer entre les deux. Et puis, ça commence à devenir très satisfaisant, mais il fait encore des erreurs à la con. Donc, je suis obligé de rajouter des cas très spécifiques dans mes prompts en disant si la facture vient d'un pays de l'Union Européenne, alors c'est de
j'arrive vers mon équipe, qui était très restreinte, on était 3, Mhm. et je leur montre ce que j'ai. Et je leur dis, bah voilà, j'ai un robot qui fait des TVA, mais qui les fait mal. On regarde ensemble. J'avais demandé à mes agents d'être hyper explicatifs dans ce qu'ils faisaient. Donc, ils me sortaient une synthèse de une page sur pourquoi ils ont pris telle décision en matière de TVA. Et ils me sortaient un truc franchement génial, en toute humilité. Comme il expliquait à un enfant de 10 ans, limite. Exactement. devant les- ouais. Et il me sortait son arbre de décision, un schéma avec les infos de la facture et toutes les questions qu'il s'est posées, s'il a répondu oui, s'il a Le répondu cheminement non. de pensée, etc. derrière. Tout son cheminement de pensée pour que l'humain puisse facilement s'approprier Complètement. le C'est raisonnement. intéressant, tu vois, parce que j'imagine qu'il y a encore des gens qui utilisent très peu les IA aujourd'hui, que tu expliques un peu, pour ceux qui nous écoutent, comment tu fais ça en fait. Oui. C'est-à-dire comment tu fais pour que ton IA t'explique tout ce qu'elle fait et comment je pourrais l'utiliser, tu vois, dans mon quotidien, même aujourd'hui, les experts comptables, les collaborateurs, les Eh ben, secrétaires, etc. Alors, j'y viens tout de suite. Ouais, vas-y, J'y viens tout de suite. Du coup, à ce moment-là, j'arrive vers mon équipe, je leur dis, voilà, on a un truc qui fait mieux que plein de gens, mais qui fait faux, dans plein de cas. C'est une très bonne définition de l'IA. L'IA, surtout encore plus à ce moment-là que maintenant, mais elle est géniale, mais elle est souvent fausse. Un ordinateur, les logiciels qu'on connaissait jusqu'à maintenant, ils font jamais faux. S'ils savent pas faire, ils bug. S'ils ont jamais géré le cas. Là, si elle sait pas faire, elle va quand même essayer de trouver une solution. Exactement. Donc, L'hallucination. bien sûr. Et elle va halluciner, elle va poser des questions, mais elle va faire des trucs. D'où l'intérêt du cheminement de pensée aussi, pour savoir quand elle sait qu'elle va pas réussir à le trouver, comment elle raisonne dans ce moment-là. quoi. Exactement. Ouais. L'approche était intéressante. Ouais, complètement. À ce moment-là, du coup, on a complètement switché. Et après, je réponds à ta question. Ouais, c'est génial. À ce moment-là, on a complètement switché. On s'est dit, bah non, on a déjà un truc qui fait des TVA, qui fait un truc vraiment pas mal. Donc, plutôt que d'aller le présenter aux autres BU Cégide, on va directement aller voir des experts comptables pour voir ce qu'ils en pensent. Parce que nous, on savait ce qu'on en pensait. Bien On sûr. savait que ce serait jamais 100% juste. Et intellectuellement, c'était hyper intéressant parce que quand on lisait ça, quand on lisait les synthèses qu'ils nous avaient fait, on aurait dit un travail d'un fiscaliste sur une facture. C'est passionnant, Ouais. mais ce sera jamais 100% juste. Ça posait plein de questions sur l'usage d'un logiciel, sur l'usage de l'IA, sur comment les gens allaient appréhender ça. Donc on a été voir des clients. Je vais reprendre cette histoire, mais d'abord je vais répondre à ta question. Comment on fait tout ça? En fait, c'est vraiment très simple. Un LLM, dans la couche qui est fournie au grand public, dans l'outil fourni au grand public, il attend qu'une chose de ta part, c'est du texte. Donc, tu lui donnes du texte. Et même, on pourra me répondre qu'on peut aussi lui donner des images, des liens. Il va toujours transformer ça en texte. Quand on regarde sa réflexion, il va toujours, même si on lui donne une image, lui, ce sur quoi il va réfléchir, c'est une description de l'image qu'il a générée. Donc, c'est du texte. Donc, comment on fait pour faire tout ça? On fait du texte. Et donc, moi, mon premier agent à qui j'ai demandé de faire une TVA, j'ai vraiment tapé en français. Tu es un expert en TVA française. Ton rôle est d'affecter cette facture aux cases de TVA de la déclaration française. Et j'ai lancé mon premier test et il m'a inventé des cases. Parce que, voilà, l'IA, en plus à l'époque, il m'a inventé des cases. Donc après, je lui ai donné le texte de la déclaration de TVA en lui disant voici la facture, voici le texte de la déclaration de TVA, tu as toutes les cases, tu as le droit de mettre ces factures-là dans ces cases-là, explique-moi ce que Tu tu en l'as fais. délimité dans son champ Je l'ai de- délimité, mais il inventait encore des cases. Ok. Donc après, j'ai écrit en majuscule n'invente pas de cases. Et puis Ouais. j'ai insisté comme ça jusqu'au moment où ça n'allait plus. J'ai créé mon agent contradicteur qui était là pour lui dire ah bah non, t'as inventé des cases. Bah non, là, je pense que tu t'es trompé. Un peu comme quelqu'un qui contrôlerait limite toi, qui lui dit en gros, C'est là, ça. va pas, quoi. C'est ça, exactement. Encore une Chacun fois, sa mission en fait. C'est que chaque agent du coup que tu créais avait une mission propre qui lui était confiée et du coup il pouvait pas se tromper véritablement, ça. beaucoup moins. exactement. Et moi, je continuais de raisonner comme je l'avais toujours fait. Au début, mon boulot, c'était de revoir ce qu'avait fait le premier agent. Et dans 90% des cas, il a fait des erreurs bêtes. Donc c'est pour ça que j'ai créé un deuxième agent qui fait ce travail à ma place. Parce qu'il fallait refaire une tâche plusieurs fois que j'avais pas envie. Bien sûr. Comme d'hab, je l'ai donné à un agent. Et Ok. c'est comme ça que j'ai raisonné. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais le texte, c'est bien, mais c'est illisible. Je vais lui demander de me dessiner un schéma. Et l'avantage, c'est que aujourd'hui, dans le monde de l'informatique, à peu près tout existe. Et il existe un langage de programmation, donc du texte, qui se présente sous forme de schéma. Donc au lieu de dessiner un schéma, on code un schéma. Et donc, je lui ai dit, maintenant, tu me présentes un schéma en Mermaid. Le Mermaid, c'est donc ce langage qui permet de faire des schémas. Et il me présentait son arbre de décision dans un schéma. Ok. Et je me suis rendu compte que, en fait, du coup, on se retrouvait dans
une infinie de possibilités. À partir du moment où tout ce que me montre un ordinateur, ça peut être fait en texte, il peut tout me faire grâce à un LLM. Complètement. Donc voilà comment j'ai Donc j'ai là, fait petite ça. révélation à ce moment-là, du coup. Ok. Ah voilà, pour moi c'était Ouais. magique. Et donc c'est là que j'ai dit à mon équipe, il faut qu'on se voit, parce que c'est génial, mais c'est jamais juste. Enfin, Ouais. on n'est jamais sûr que c'est juste. Bien sûr. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une sorte de déconstruction du métier, mais complètement différente de l'approche d'avant, où avant on voulait surcontrôler ce qu'on faisait pour être 100% juste, même 110%. Mhm. Et maintenant, en fait, tu vas beaucoup plus vite au 80, mais le 80 à 20, enfin le 80 à 100, du coup, est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe, Ouais. exactement. Ok. Et donc nous, à partir de ce moment-là, on s'est demandé, on a vraiment changé notre état d'esprit. On est passé dans un état d'esprit IA. C'est là que l'équipe est passée dans un état d'esprit IA. On s'est structuré autour de l'intelligence artificielle parce qu'on s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est une plateforme 100% agentique. Ça veut dire que aucune décision n'est prise parce qu'on lui a donné tout un tas de conditions et qu'on lui a dit, si telle condition est remplie, tu mets oui. On a vraiment donné à des intelligences artificielles la capacité de choisir oui ou non en fonction de leur propre intelligence. Et Donc, plus Et- respecter une condition précise pour faire oui ou non, vraiment se dire, ok, en fonction du contexte, comment est-ce que tu. comment est-ce que tu interprètes ça? Voilà, ok. Et lui donner le plus d'intelligence possible en lui donnant des sources, en lui donnant du texte, en le cadrant, parfois en lui enlevant des tâches parce que si on en a trop à faire, elle va se planter, parfois en lui rajoutant des tâches parce que 2 tâches sont conjointes. C'est un vrai travail, Bah, de tâtonnement, d'ingénierie, quoi, finalement. mais d'ingénierie en texte, en langage naturel. Ok. Et là, c'est devenu rigolo. Parce que on avait ce nouveau problème qui était notre IA, elle fait le travail. On va faire en sorte, d'un côté, on va faire en sorte qu'elle soit de plus en plus juste. Oui, ça c'est sûr. Mais on sait qu'elle sera jamais à 100%. Par contre, il faut qu'elle arrive à dire, dans certains cas, je suis sûr de moi, ou dans certains cas, qu'elle arrive à interpeller l'humain, qu'elle lui dise eh oh, là, il me manque des infos. Là, je pense que tu as fait une connerie ou que ton client il a fait une connerie. Parce que parfois, Donc C'est une l'indice de co-construction, sécurité. ouais. Et qu'elle donne un indice de sécurité. j'ai qu'elle donne un. l'impression aussi, ouais. Bien sûr. Exactement. Ok. Alors, à proprement parler, l'indice de sécurité, on n'a jamais réussi à faire un truc bien. Ok, pourquoi? Parce qu'elle invente des chiffres. Mm. C'est-à-dire qu'elle elle se demande à quel point elle est sûre. Elle se dit, je suis très sûre, elle va mettre 75%. Et après, elle va se dire, l'humain, il va pas aimer 75, on va mettre 77. Ok. Et donc, il nous mettait un indice de sécurité qui représentait plutôt bien la réalité, mais qui était quand même complètement sorti du chapeau. C'est pour complaire en fait Ouais. l'humain, c'est qu'il sait ce que toi tu vas aimer en résultat, donc il te sort Exactement. cette solution-là. Et du coup, on a adopté une approche différente. On lui a demandé de poser des questions. On lui a dit, si tu es sûr de toi, tu conclus. Si tu n'es pas sûr de toi, tu poses des questions. Et tu nous dis, en plus de poser des questions, à qui s'adressent ces questions. Parce que quand tu reçois une facture, si tu as un manque d'informations pour faire ta TVA, la plupart du temps, il va falloir poser des questions au client. Bien sûr. Dans certains cas, il va falloir poser des questions à l'expert comptable. Et dans certains cas, il va falloir poser des questions à une tierce personne. Ça peut être la femme du client parce que c'est elle qui gère la compta. Ça Même peut au être contexte de l'année dernière, par exemple. Ça au peut être contexte de aussi, l'année dernière, exactement. mm. Et justement, au début, on a fait comme ça. Puis après, quand on s'est posé la question des questions qu'on posait à l'expert comptable, on s'est rendu compte que la plupart des questions qu'on posait à l'expert comptable, pas toutes, mais la plupart, C'est- en fait, on pouvait les poser au dossier de l'année dernière. On pouvait les poser Bien sûr. au BOFIP. Bien sûr. On pouvait les poser à Légifrance. Et du coup, on a commencé à avoir des agents qui interrogent quand il manque d'informations. Et là, intellectuellement, c'est fascinant. Vraiment, on s'éclate parce que ils doivent prendre une décision et leur seul objectif, c'est de prendre une décision. On essaie de leur mettre tous les moyens à leur disposition pour qu'ils prennent cette décision. Et s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent toujours revenir vers nous. Ok, donc c'est en vrai leur laisser tout le panel de possibilités qu'ils peuvent avoir pour avoir la meilleure réponse possible. Et en même temps leur dire on est là dans tous les cas si jamais ça. Exactement. Voilà, ok, intéressant. Ouais. Et là, Donc on avait vous quelque maîtrisez chose. l'incertitude du coup en faisant ça indirectement. C'est Exactement. vrai que dans tous les cas, elle va pas apporter de mauvaises réponses, elle va revenir vous voir si jamais il n'y a pas de. Alors oui, même si dans tous les cas, on peut toujours pas le dire, parce que ça reste du probabiliste, on peut jamais être vraiment Bien sûr. sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, on s'approche vraiment d'un cas où l'IA, elle est compétente pour dire, là je suis pas sûr, je vous pose la question, là je suis sûr, a priori ça va. Le problème c'est que là je suis sûr, parfois elle continue de se tromper, parce que pour une raison toute bête, elle se trompait pas dans les faits, mais on a des pratiques. Et sur la TVA, en cabinet, il y a énormément d'usages. Et du coup, il y a des collaborateurs qui vont décider que, par exemple, un avoir, ils vont le mettre
en B5, en régularisation de la TVA. Ouais. D'autres, ils vont le mettre en moins de la TVA déductible. Mais c'est aussi l'interprétation, c'est les usages du cabinet, c'est tout Exactement. ça. Quoi, bien sûr. Et aucun d'entre eux n'a ni vraiment raison ni vraiment tort. Il y a un peu d'interprétation. Il n'y a pas un livre Et- qui dit il faut faire comme ça, quoi. Pas- Il y en a un, bah, mais il- il est il- libre d'interprétation. Ouais, Ouais, un peu comme une jurisprudence. il y a des petits trous. Il y a des Ouais, petits trous ouais. et ces petits trous, ils sont comblés par l'usage. Et dans tous les cas, que la personne le mette en plus de la TVA collectée, qu'elle le mette en moins de la TVA déductible, le résultat à la fin est le même. Le tort causé est nul. Bien Donc, personne va venir leur reprocher. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on s'est rendu compte, quand les clients utilisaient notre outil, parce que c'est là qu'on a mis des bêta-testeurs sur l'outil, qu'en fait, au début, ils revoyaient tout, parce que c'est un besoin naturel. Quelqu'un fait le travail à leur place. Bien Ils sûr. ont besoin de vérifier. Et en plus, l'avantage, c'est que nous, les humains, quand quelqu'un fait notre travail à notre place, on est très critique. Et c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Relire quelqu'un, Vous aviez besoin de ça concrètement. on avait quoi. clairement besoin de ça. Mmh. Et c'était gagnant-gagnant. Bien sûr. Et donc là, ils ont commencé à voir des erreurs dans ce qu'avaient fait les agents, soit des vraies erreurs, soit des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas les usages. Et donc, ils ont commencé à avoir eu envie d'interagir et de dire non, nous, on ne fait pas comme ça. Non, là, tu aurais dû faire ça. Donc, Et Petit à petit, j'ai l'impression aussi façonner l'outil avec les retours des bêta-testeurs pour arriver vers une sorte de perfection, entre guillemets, de alors, finale. oui, Quoi. Ouais. sauf qu'on a voulu encore mieux. On a voulu que ce soit eux qui le fassent. Donc, on a mis en place une mémoire dans l'outil D'accord. pour que quand le collaborateur il dit non, moi, les dépenses de carburant, je les mets dans tel compte avec dans telle case de TVA, Ouais, il enregistre. il enregistre que l'utilisateur sur ce dossier, il fait ça. Ok. Et c'est le sujet sur lequel on travaille en ce moment, la mémoire. On veut qu'il y ait une mémoire propre à l'utilisateur, propre au dossier, propre au groupe de dossiers, si c'est le même groupe d'entreprise, et propre au cabinet. Donc l'ultra personnalisation dans l'outil que vous allez développer, quoi. Comme ça, les 100%, le chemin de 80 à 100, c'est pas nous en améliorant nos prompts et nos agents, c'est eux en utilisant l'outil. Ok. Et plus ils vont l'utiliser, plus l'outil va leur Donc ressembler, c'est eux et qui plus il sont va être juste. responsables plus ou moins entre guillemets de la délivrabilité de l'outil, quoi. Exactement. Ouais, bien sûr. Et c'est C'est eux qui... l'intelligence humaine, en fait. C'est qu'ils rajoutent les 20% d'intelligence humaine que toi, t'allais chercher finalement. Exactement. Mm. Et Au lieu d'aller chercher ailleurs au début un peu dans ce truc là de peut-être qu'en élargissant les sources, en élargissant le scrapping, ça va améliorer l'outil, vous êtes venu vraiment de l'intérieur des experts comptables pour vous dire ok, Exactement. Ok. Et une de nos étapes suivantes, c'est après de se demander dans les mémoires de tout le monde s'il y a des éléments communs. Si tous les cabinets de France, ils rajoutent la même règle à leur outil dans la mémoire, c'est que nous, on doit l'intégrer dans l'outil. Ça, il n'y a Ok. pas de doute. Ça doit être donc comment, industrialisé. Ouais. ok, c'est hyper intéressant. Donc comment pousser une nouvelle feature, c'est en se disant ok, tout le monde a les mêmes besoins sur ce Et- truc là, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est un cercle hyper vertueux parce que eux-mêmes sont de plus en plus satisfaits de l'outil qu'ils ont co-construit, Bien sûr. qui est devenu leur outil à eux. C'est-à-dire que l'outil agentique du collaborateur A du cabinet A n'est pas du tout le même que C'est celui du intéressant, collaborateur B Mmh. dans le cabinet Mmh. B. Et si le collaborateur A part dans le cabinet B, il copie-colle sa mémoire à lui, D'accord. il l'emmène, Ouais. il aura sa mémoire dans les pratiques du Ok, cabinet. donc il y a même la possibilité de partir avec la mémoire du truc si tu changes de C'est cabinet. c'est un sujet sur lequel on travaille. C'est Ok, pas, ouais, il bien n'y a sûr, rien, ouais, c'était il y a en rien de cours de- publié, ouais, bien sûr. mais notre réflexion, ma réflexion, elle est complètement là. Mais pour toi, du coup, pour Cegid ou même pour un autre outil, demain, pour les cabinets comptables en fait en France, ils doivent avoir des outils qui s'adaptent à eux en fait. Oui. Quel que soit l'outil qu'ils utilisent. Alors, en tout doivent cas, avoir un peu une mémoire qui concerne le cabinet. ils doivent faire un choix, Ok. même si je pense que le monde est en train de faire le choix, mais tout peut changer. Ils doivent faire un choix entre l'outil déterministe qui est toujours juste, mais qui ne gère que 20% des cas. Je dis un chiffre au hasard. Ouais, Mais, bien sûr. Mais quand on regarde la TVA, par exemple, c'est tellement de... On a rencontré des cabinets qui nous disaient, mais est-ce que vous gérez le cas où on a 2 transactions par an entre 2 pays qui n'ont pas de convention fiscale et qui machin. Il y a toujours des edge cases et il ne faut pas négliger, ça arrivera tout le temps. Bien sûr. Donc, faire le choix entre un outil déterministe qui est toujours juste mais qui gère que 20% des cas, un outil probabiliste qui n'est jamais juste à 100% mais qui gère 90% des cas. Mhm. Et moi, j'ai fait mon choix parce que je pense que mon intelligence, elle est plus compatible avec ce modèle-là. C'est-à-dire que j'ai des agents qui vont faire une grande partie du travail et moi, je vais le revoir. Et mon rôle d'humain, c'est de superviser le travail et d'améliorer la machine. Bien sûr. Si à la fin, la machine, elle est super, c'est grâce à moi et à mon Il y a une intelligence. forme de responsabilisation. En plus, ça revient sur ce que tu disais, c'est que là, du coup, tu intègres directement en fait les experts comptables, quoi. Et leurs collaborateurs. Bien Les sûr. collaborateurs ont un vrai rôle. Ils vont donner leurs règles et un
un collaborateur avec des meilleures règles sera un meilleur collaborateur. Bien sûr. Et ce sera dans un monde imaginaire, ce sera le collaborateur à promouvoir, ce sera le collaborateur même à embaucher, parce que son système à lui fonctionne mieux que le système des autres. Ok, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant ça parce que tu vois, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se posent la question avec ce qui arrive, facture électronique, IA, toutes les transitions dans les cabinets comptables. Demain, quel est le rôle du collaborateur comptable dans le cabinet, tu vois? Toi, comment tu le vois un peu? Alors ça, moi, quand je travaillais dans le cabinet à Dijon, on avait fait une réunion sur la facture électronique où je présentais les impacts de cette réforme sur la pratique quotidienne des gens. Ok. Et nous, dans le cabinet, on avait un pôle traitement de données avec des collaborateurs dont le métier, c'était uniquement la saisie. Ok. Ok. Ils récupéraient les factures, ils faisaient de la saisie. Ouais. Évidemment, et intelligemment, ces gens-là ont eu peur. Quand on leur a parlé de facture Bien électronique, sûr. Oui. ils ont eu Ouais, peur. Et c'est encore le cas aujourd'hui, je pense, avec l'IA, avec ces choses-là. Exactement. Et du coup, on a commencé à parler avec ces gens-là de leur peur. Et c'est assez étonnant quand on discute avec les gens. Tout devient beaucoup plus simple. Et là, du coup, je leur ai demandé qu'est-ce qui leur faisait peur. Ce qui leur faisait peur, c'était de ne plus avoir de travail. Et je leur ai demandé si la seule chose qu'ils faisaient, c'était des factures. Une grande partie d'entre eux a dit non. En fait, c'est pas la seule chose qu'on fait. On tient aussi des états de gestion pour les clients. Les clients, ils nous appellent toute la journée pour savoir qui leur doit quoi, est-ce qu'il y a de l'argent. Donc en fait, ils avaient d'autres métiers que celui de saisie. Ouais. Très souvent, c'est le métier de saisie qui les intéressait le moins. Et pour ceux qui n'avaient pas d'autres métiers, qui faisaient vraiment que de la saisie, on leur a demandé qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et ils avaient tous une idée. D'accord. Et Hyper intéressant. je me rappelle d'un cas où c'était une fille qui nous avait dit moi, ce que j'aimerais, c'est aider les clients dans la gestion de leur parc immobilier. Ok. C'est-à-dire, je veux faire le suivi des locations, des indices de loyer, est-ce qu'ils sont bien. C'est devenu une de ses tâches. D'accord, ok. Et du coup, naturellement, elle a évolué vers un truc qu'elle avait demandé. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que les collaborateurs sont des gens intelligents, enfin les humains sont des gens intelligents dans l'ensemble, donc a fortiori les collaborateurs aussi. Et on a tous quelque chose qui nous anime. Personne n'a envie de faire une tâche qu'une calculatrice peut faire à notre place. On a envie de faire une tâche qu'on aime faire. Peut-être sûr. qu'on aime parler aux gens, peut-être qu'on aime entrer des données dans un tableur, peut-être qu'on aime simplement transférer des données d'un outil A à un outil B. Dans tous les cas, il y a un travail. Donc c'est laisser le choix aux collaborateurs d'une certaine manière aussi de construire leur propre parcours, quoi, un peu. Ouais, Exactement. exactement. Mm. Et Exactement. donc du coup, tous les collaborateurs que vous aviez, donc c'était quoi? C'est une sorte de, pas une conférence, mais c'était une sorte de réunion. C'était quoi? C'était une réunion, Ouais, ok. présentation de la facture électronique. Ok. Et Euh, à ce moment-là, donc tous les collaborateurs avaient une idée de comment ils pourraient réorienter leur. Quasiment tous. Ok. Et ceux qui en avaient... En fait, tous avaient une idée sur le coup des autres tâches qu'ils avaient. D'accord. Et certains n'avaient pas d'autres tâches. Et c'est ceux-là qu'il a fallu demander une idée. Et en fait, naturellement, en discutant, c'est venu l'idée. Ok. Et on les a mis dessus. Et Donc en fait, la peur n'était. En fait, la peur, c'était même pas d'être automatisé, entre guillemets. C'était plus parce qu'on leur avait jamais donné l'impression ou laissé le choix qu'ils pouvaient faire d'autres choses à côté, alors qu'ils savaient même ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Mais ouais, c'est on leur ça. avait jamais écouté sur Et- leur aspiration réelle. Et Bah sur, ouais, on discute pas assez. Ouais, bien sûr. Et puis on est pris dans le flux du quotidien. Et dans les cabinets, le flux du quotidien est un flux constant. D'accord. Tout le monde est un peu la tête dans le guidon. Et donc tout le monde, au bout d'un moment, surtout en ce moment-là, en mars, avril, les gens oublient de regarder la route. Et on regarde que le volant. Bien sûr. Et si on lève un tout petit peu la tête et qu'on regarde la route, en ce moment, sur la route, il y a un gros panneau devant nous, facture électronique dans 100 mètres. Et il faut tous qu'on soit prêts pour, dans 100 mètres, freiner et réaccélérer. Freiner, ça y est, les cabinets s'y sont mis, ils prennent le temps de regarder comment ils fonctionnent. Réaccélérer, ça va être justement en donnant aux gens d'autres tâches. Parce que si tous les cabinets de France sont surchargés, si tous les collaborateurs de France disent qu'ils ont trop de boulot, le fait de leur enlever du boulot à cause de la facture électronique, ce ne sera pas un vrai problème. Et peut-être qu'il y aura un impact dans 10 ans et qu'on regardera en arrière et qu'on se dira aujourd'hui il y a 3000 collaborateurs de moins. Moi j'y crois même pas. Il y a 3000 collaborateurs de moins qu'il y a 10 ans. Mais en tout cas, ça va pas... personne n'a à avoir peur pour son métier aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois, toi, justement, si c'est intéressant? Qu'est-ce que tu crois que ça va te donner? Moi je pense que comme tous les progrès technologiques, on arrive sur une nouvelle innovation de rupture, c'est l'IA. Ce qui veut Celle dire que t'attendais un peu finalement à l'époque. celle que j'attendais complètement. Ouais. Ce qui veut dire que C'était quoi l'auteur? Comment il s'appelait déjà? Stéphane Mallard, non? Stéphane Mallard, ouais, Ouais, Stéphane Mallard. On est en plein dedans, quoi. On est complètement dedans. Mm. Et
Donc si on arrive à une nouvelle innovation de rupture, ça veut dire que la dernière innovation de rupture arrive à sa maturité. Oui, c'est un peu les cycles qu'on Exactement. connaît tous. Exactement. Là, je pense qu'on est au pic en fait et que ça va redescendre. Destruction ensuite. créative, quoi, un peu. Exactement. Ouais. C'est ce Et que je cherchais, ouais. on est en plein dedans, et je pense que il va y avoir, pour notre métier, pour l'expertise comptable, il va y avoir un retour à l'artisanat. Notre métier s'est industrialisé, et on a donc pris de plus en plus de main-d'œuvre pour faire de plus en plus de bouts de tâches. Et comme tous ces bouts de tâches vont pouvoir être traités par des agents IA, par des skills cloud, par tout ce que vous voulez grâce au LLM, je pense qu'on va avoir une chute énorme de toutes ces tâches industrielles, comme les machines dans l'industrie, c'est-à-dire que la personne qui prenait le boulon et qui le mettait maintenant, c'est un bras articulé, mais que par contre, toutes les tâches de supervision de la chaîne, toutes les tâches de conseil, de RSE, de révision permanente, de situation multi-périodes, tout ça, ça va être géré par les humains. Et donc ça va être très artisanal. Chaque humain aura son poste de travail avec son agent IA, enfin ses agents IA, mais son collaborateur IA et ses dossiers, et il gérera ça comme un artisan. Je vais prendre ce dossier-là, je vais le traiter, je vais contacter le client, et on sera plus dans faire plein de petites tâches tous les jours, comme c'est le cas de beaucoup de collaborateurs aujourd'hui. Et du coup, moi, la question que j'avais à te poser par rapport à tout ça, Louis, c'était sur justement le cabinet de demain. Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Si demain tu rentrais dans un cabinet, comment est-ce que tu conseillerais un associé pour justement passer ce step-là et puis et automatiser, mettre en place des agents IA? Parce que j'imagine que ça nécessite aussi une refonte de l'intérieur. Donc comment est-ce que tu t'y prendrais, toi, de ton côté, quoi? Moi, je lui dirais déjà, et c'est ce que j'ai dit depuis un an à tous nos clients, de toute façon, vous avez un mur qui arrive, c'est la facture électronique. De toute façon, vos process vont changer. Profitez-en. Le changement, c'est douloureux. Le faites pas 2 fois, faites-le une fois. Là, vous avez des nouvelles data, des nouveaux systèmes. On va en profiter pour faire du propre, et on va détruire complètement ce mur, en construire un nouveau, et on sera très content. Si on a des nouvelles data et des nouveaux systèmes, les nouvelles data, c'est toutes les données de la facture qu'on va pouvoir intégrer directement dans les outils. Le nouveau système, c'est les PA. On a un vivier naturel d'informations pour l'intelligence artificielle. Ce vivier, comment on peut l'utiliser? On peut l'utiliser de plein de façons différentes. On peut l'utiliser comme un happy user qui juste tous les jours va sur ChatGPT pour lui demander de l'aider à faire des slides, et c'est très bien. Il n'y a pas de, il y a jamais de bonne façon d'utiliser une technologie. Il y a une façon pour chacun. On peut aussi se dire, qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier? La dernière fois que j'ai dit ça, j'étais dans une table ronde avec d'autres experts comptables. Ils m'ont dit que j'étais un bisounours, mais c'est pas grave, je vais le redire. On peut se demander qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier, et à l'inverse, qu'est-ce que j'aime dans mon métier, et se dire tout ce que j'aime pas, je vais demander à quelqu'un de le confier à l'IA pour moi, ou alors je vais le confier à l'IA moi-même, mais je vous l'ai dit, les experts comptables, ils sont surchargés, donc ils n'ont pas forcément le temps. Mais sinon, ils vont demander à quelqu'un de le confier à l'IA. Et tout ce que j'aime, je vais me faire assister de l'IA. Par exemple, si je prends mon cas, moi, ce que j'aime pas, c'est tout ce qui est administratif et récurrent. Ce que j'aime, par contre, c'est l'évaluation d'entreprise. J'aime bien les sujets de transmission. J'aime bien les présentations de données financières. J'aime bien tirer des informations d'un ensemble d'informations croisées. Tout ça, j'adore ça. Si je prenais mon cas, je créerais un agent IA qui est capable de me faire des slides à partir de bilans, en allant chercher d'autres informations sur des sites web que j'aime bien. Par exemple, sur une base de données Diane pour avoir des comparatifs. Ouais. Par exemple, sur Papers pour récupérer des informations sur l'entreprise. Par exemple, sur l'INPI pour avoir des informations sur les bénéficiaires effectifs. Je lui demanderais, va chercher ces informations-là. Ce qui est très facile à faire. Il suffit d'aller sur openai.com, Agent Builder. On peut créer vraiment en 3 steps un premier agent à qui on dit en langage naturel, ton job c'est de faire des slides et de me les présenter dans ce format-là. Un deuxième, ton job c'est d'aller chercher des informations sur Papers. Un troisième, ton job c'est d'aller chercher des informations sur l'INPI et de tester jusqu'à ce qu'on soit content. Bien sûr. Donc moi je ferais ça. J'irais construire des petites briques de trucs que j'aime bien. De toute façon, tous les grands systèmes fonctionnels sont des petits systèmes à l'origine qui fonctionnaient. On n'a jamais construit un grand système d'un coup. Complètement. Donc, prendre des tâches du quotidien qu'on aime bien et dans lesquelles soit on se sent limité, soit on se dit que l'IA peut nous apporter quelque chose. Moi, là, dans la démonstration que je viens de faire, pour moi, c'est le cas. Donc, ça nécessite quand même de se connaître en amont, de se dire, OK, ce que j'aime pas, ou du moins pas ma force de valeur, c'est de l'automatiser.
et après ce que je fais au quotidien, ce que j'aime ou ce à quoi j'aspire, le perfectionner, de le scaler, enfin on peut Exactement. mettre le mot qu'on veut derrière, hein, mais Il y a un vrai travail quand même de réflexion du coup sur les cabinets. Il faut quand même se poser parce que tu vois, tu parles de facturation électronique qui est quand même liée à l'IA, ça je suis d'accord. Mais il y a quand même ce truc-là, nous qu'on nous dit beaucoup dans les audits qu'on fait dans les cabinets, c'est ouais mais là j'ai la facturation électronique qui arrive, j'ai pas le temps de me poser sur ces sujets-là, l'IA. Est-ce que vraiment tu penses que c'est comme ça qu'il faut réfléchir ou est-ce qu'on peut le voir autrement? Comment il pourrait aussi se poser sur l'IA, Franchement, sur l'innovation? je comprends je comprends le blocage parce que la facture électronique, le problème c'est que personne n'est prêt. Ouais. Donc c'est une peur et on a peur de ne pas être prêt parce qu'on sait que ça va être très compliqué si on n'est pas prêt. Pour autant, l'avantage de l'IA, en tout cas de ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'IA aujourd'hui? C'est des LLM qui sont disponibles dans des applications grand public. Je pense qu'on peut s'accorder pour dire qu'il y a 4 grandes applications grand public aujourd'hui. Il y a ChatGPT, Claude, Gemini, ou Gemini, moi je dis Gemini, ouais, mais, Gemini aussi. et Grok. Mm. Et ces 4 applications-là, elles sont absolument utiles autant dans la vie de tous les jours que dans le métier. Et elles sont aussi rigolotes et intuitives à utiliser que possible. Donc, avant de se poser trop de questions sur l'IA dans votre vie professionnelle, utilisez-la à titre personnel. Vous téléchargez une application. Ouais, donc un peu en mode Shadow IT, un peu de son côté, etc. Et puis Exactement. ensuite arriver vers quelque chose de... Moi, par exemple, avec ma femme, il y a 2 jours, on parlait pacte d'associés. On se demandait quels seraient les trucs importants à mettre dans un pacte d'associés. Et du coup, elle a demandé à l'IA de lui faire un pacte d'associés. Elle n'est pas comme moi passionnée du truc, mais par contre, ça lui a paru évident que c'était une bonne idée de demander à l'IA de lui faire un pacte d'associés. Je pense que n'importe qui regarde ce podcast peut se dire, une fois qu'il a l'application, moi j'ai envie d'essayer. Au début, on essaye, donc c'est une page blanche, c'est difficile d'être inspiré devant une page blanche, mais au début, on va dire bonjour, définis-moi ce qu'est une vache. Un peu comme un écrivain qui a le syndrome de la page blanche. Exactement. C'est stressant au début. C'est stressant de rien avoir devant soi. Mais ce qui est intéressant quand même avec cette technologie, c'est que c'est la première qui nous dit comment l'utiliser. Oui. C'est quand même ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut lui demander, ok, moi je suis expert comptable. Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Concrètement, je peux faire avec toi. Ouais, et moi, ce que j'avais conseillé aux collaborateurs du cabinet, c'était de demander à ChatGPT, apprends-moi à me servir de ChatGPT. Hyper intéressant. Et c'était hyper drôle parce que les gens étaient très contents. Ils avaient des petits exercices. Bien sûr. Ils s'étaient auto-formés, sauf qu'ils étaient formés par quelqu'un. Et donc, d'abord, utilisez-le à titre perso. Une fois que vous l'utilisez à titre perso, vous allez avoir plein d'idées. On a toujours plein d'idées de petits trucs qu'on fait au quotidien. Souvent, la première idée que les gens ont, c'est corriger leur mail ou écrire leur mail. Ok, c'est très bien, c'est un premier cas d'usage. C'est pas le plus essentiel, mais par contre, ça soulage bien. Ensuite, c'est concret en plus. Donc. Ouais, voilà, c'est hyper concret. Et ensuite, faites appel à des gens dont c'est le métier ou dont c'est la passion. Et ces gens-là, ils vont vous dire, vous voyez ce que vous en faites au quotidien. Mais moi, au lieu de le faire communiquer entre vous et un interlocuteur extérieur, je vais le faire communiquer entre vous et votre logiciel. Ce jour-là, vous allez voir le monde sous un nouvel angle. Moi, j'en discutais avec des amis avocats récemment. Je leur ai montré comment on pouvait faire discuter Claude avec leur logiciel. Ils ont vrillé. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller poser une question à Claude sur le cas particulier de tel client. Ils vont dire, va chercher le fichier de tel client, les dossiers de tel client, regarde les pièces, donne-moi ton avis sur ça. Bien sûr. Donc là, c'est aller chercher dans un autre outil en fait. C'est lui donner du contexte. L'IA, c'est une affaire de contexte. Là, aujourd'hui, la fenêtre de contexte, donc la place qu'elle a pour réfléchir, elle est considérable. Là, dans ce cas présent, l'outil va chercher lui-même dans le logiciel. Il répond à une question basée sur ces informations-là, basée sur les sources qu'on lui a données. On lui avait dit, je ne sais plus, les e-France et je ne sais pas quoi. Et il donne une réponse claire, argumentée, en expliquant où est-ce qu'il a trouvé ses sources. Et ça, on l'a fait en 1h30. Donc, si vous êtes inspiré, demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Si vous êtes créatif, faites-le vous-même. Et si vous n'avez pas d'idée, demandez à quelqu'un ce que vous pouvez faire avec l'IA. Il y a un monde entier qui va s'ouvrir devant vous. Vraiment, c'est un monde entier. C'est de la magie. Qu'un seul mot à dire, ce serait allez-y quoi. Ah testez. ouais. Allez-y, testez. Testez, amusez-vous. Enfin, moi, c'est une anecdote rigolote, mais je roule dans une vieille voiture.
Ma voiture du quotidien, elle est de 1960, elle est très très On vieille. peut avoir la marque, le modèle, non? C'est une MG B GT de 67. Ok, ouais. Je vois un peu. Et dedans, forcément, l'électronique, c'est pas la majeure partie de la voiture. J'ai 3 boutons. Ok. Un bouton pour les essuie-glaces, un bouton pour les phares, un bouton pour, en théorie, désembuer le pare-brise, mais ça n'a pas l'air de très bien marcher. Depuis que je l'ai, cette voiture, il y a un 4e bouton. Le 4e bouton, c'est ChatGPT. Ok. Donc, quand je suis dans ma voiture, j'appuie et je lance une discussion avec enfin, c'est pas vraiment ChatGPT, c'est avec mes agents. Et je discute. Et pendant mes trajets, je discute de mon boulot, je lui dis de prendre des rendez-vous, je lui dis de gérer mon agenda. Donc il a accès à ton Google Workspace, tu l'as connecté, machin, Exactement. etc. Il a accès à ma vie. Il a même accès à ma maison. Il peut éteindre les lumières et tout. Il Donc, connaît tout. Ah oui, même ouais, domotique, bien sûr. etc. après, moi, je vous l'ai dit, je fais ça Ouais, depuis que je tu- suis gosse. Hein, bien mais sûr, bien sûr. mais n'empêche que tous mes trajets de voiture, dont avant je me servais beaucoup pour réfléchir, parce que je trouvais que c'était assez cathartique un trajet en voiture. Bien sûr. Maintenant, je planifie ma journée et je lui pose des questions sur les trucs qui m'ont un peu perturbé de mes dernières réunions, machin. Et c'est magique. J'ai mon Jarvis de Iron Man à moi et j'adore ça. Ok, trop bien. Trop bien. Voilà. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on va en profiter pour conclure sur ça, parce que je pense que c'est pas une meilleure option, un meilleur conseil que de juste dire tester l'IA, tester les Oui, non. outils pour votre cabinet. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Enfin, c'est clairement en 2026 que ça va être mis en place dans le cabinet. Ouais. Je pense que vous serez d'accord de dire que malheureusement, les cabinets qui n'utiliseront pas l'IA seront sûrement en tout cas remplacés par les cabinets qui vont l'utiliser. Il y a des chances. Il y a des chances en tout cas. Donc on peut que dire allez-y, utilisez-le. Je pense qu'on va conclure du coup cet épisode ici. Ouais, Je sais pas si tu veux dire un dernier mot ou pas. Juste un truc, c'est ce que tu viens de dire, c'est très vrai, mais ça Ouais. fait très peur. Ouais. bien Et sûr. il y a des gens qui aiment, qui aiment vraiment avoir le nez dans les papiers, dans les chiffres. Ça veut pas dire que ce métier-là, il va disparaître. On peut servir de l'IA que pour des tâches simples. On peut servir de l'IA que pour relancer les clients parce qu'ils n'envoient pas leurs pièces à temps. Tant qu'on aime son métier et qu'on le fait sérieusement, ça veut dire qu'a priori, les clients ou les gens avec qui on travaille, ils voient de la valeur. Tant que quelqu'un y voit de la valeur, le métier, il existe. C'est quand il a plus de valeur qu'il n'existe plus. Et ceux qui peuvent voir leur métier disparaître avec l'IA, c'est ceux qui ont industrialisé à un point où ils ont sorti la valeur du métier. Et s'ils ont sorti la valeur du métier, s'ils fournissent juste de la TVA en série et des bilans en série, et que derrière, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'accompagnement, moi, c'est ceux-là qui me soucient avec l'IA. D'accord. Donc ok. c'est plus la posture de De l'humain. professionnel en tant que tel. Ouais, Mm. c'est vraiment. Est-ce que mon but, c'est de faire de la valeur et de la qualité Oui, eh ben, ça veut dire que l'IA n'est pas vraiment un risque. C'est une opportunité, mais c'est pas un risque. Si mon but, c'est de sortir des choses en série, l'IA, c'est un vrai risque. Ouais, ok. Ok. Non, mais très clair. Bah, Bah, écoute, sur merci à cette, toi. Belle phrase de fin. Merci à toi, Louis, pour cette interview. Ben, merci à vous. Et puis au plaisir de. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis voilà. Ouais, merci Louis, puis bonne continuation pour la suite surtout. Ben, merci beaucoup. Allez. Bon courage. Allez, ciao. Merci.